Bonjour, bienvenue à notre podcast « Deux femmes, un rêve ». Le concept est simple. On invite quelqu'un qu'on admire pour son audace, sa créativité, et cette personne, à son tour, invite quelqu'un qu'elle admire. Deux femmes, un rêve, le podcast animé par Clémence Carton et Marie-Pierre Poirier. Et maintenant, place à notre commanditaire. Parce que oui, dès le premier épisode, nous avons la chance d'avoir un commanditaire. Cette commanditaire, ce n'est autre que la boutique sensuelle, oui, sur Saint-Laurent. Alors, ce n'est pas juste un sex shop où tu peux acheter des vibrateurs et de la lingerie fine. C'est bien plus que ça. C'est une boutique vraiment qui est concentrée sur la santé sexuelle dans sa totalité. Donc, tu as des livres, des bijoux, des jeux de cartes même, du lubrifiant, des bougies de massage, etc., etc. Et donc là, c'est l'instant influenceur. Pour chaque commande de plus de $20, passez sur le site boutiquesensuelle.com avec le code promo 2femmes10. Tu as droit à 10% de réduction. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à vous souhaiter très bonne écoute. Bienvenue à notre podcast de Femmes un rêve. Merci. On commence l'année en beauté. On commence 2024 avec une invitée que j'adore. Que j'adore aussi. Alors, que nous adorons. C'est Caro Mona. Salut! Et en fait, Caro, je peux dire que c'est grâce à Caro et son collectif, Les Allumetières, que j'ai fait du stand-up. Ouais. Et qu'on s'est rencontrés aussi. Et qu'on s'est rencontrés, c'est vrai. Ouais. La première fois que j'ai vu Clémence, c'était au Café Tuyau. Ah ouais? Oui, à une de vos soirées. Ah ouais? Je savais même pas ça. Ah! Tout part de là. C'est ça. Et donc, Caro, parle-nous un peu de toi, puis aussi explique-nous pourquoi tu as invité ton ami Max aujourd'hui. OK. Moi. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que savoir tu de fais dans la vie, ceux qui te connaissent pas? Je suis humoriste, à temps partiel pour l'instant. Mais j'ai commencé en 2019, après un burn-out qui m'a mis à terre. Dans le fond, quand j'étais dans le congé maladie, je me suis dit, OK, là, mon travail m'a pris trop d'espace mental, de temps, puis je me suis oubliée là-dedans. Fait que qu'est-ce que je pourrais faire pour moi, tu sais, comme que par et pour moi. Puis depuis que je suis ado, que je faisais beaucoup de théâtre, de l'impro, tout ça, puis j'ai su toute ma vie que j'aurais, tu sais, mon rêve, c'était de faire de l'humour, mais je me suis jamais fait assez confiance pour le faire. Puis là, j'étais comme, il me semble qu'il y a des cours récréatifs à l'ENH. Puis là, j'étais allée voir, je me suis inscrite à un cours. Puis, étant donné que je travaillais dans un bar, on a fait un spectacle à la fin du cours, à la fin de la session, dans mon bar. Puis là, j'ai fait comme, OK, c'est bon, je suis lancée, là, je veux faire ça de ma vie. Puis dans le fond, ce bar-là se trouve dans le bâtiment 7, à Pointe-Saint-Charles. C'est là que je travaille, c'est là que je m'implique dans ma vie sociale et politique, on va dire. Je m'implique dans ce projet-là depuis 2016, puis c'est un bâtiment qui a été réapproprié par les gens de la communauté de Pointe-Saint-Charles. C'était supposé d'être détruit, transformé en condo, mais les gens du quartier ont lutté pour le sauver, puis que ça devienne un lieu, je veux pas dire communautaire, mais c'est un genre de centre social avec plein de projets super intéressants. Puis c'est ça, je travaille et je m'implique là aussi. C'est ça que je fais de ma vie. Puis Maxime... Allô. Salut. Je l'ai rencontré au cégep en théâtre. Okay. Dans le fond, j'ai un background en théâtre à la base aussi. Puis on est allé à Marie-Victorin ensemble en Aurélie profil théâtre. Puis on avait comme une chimie vraiment le fun. Dès la première année, on a commencé à faire des projets ensemble. Tu sais, genre on faisait des photoshoots, puis des trucs de même. On tripait vraiment sur les mêmes affaires. Puis, notre amitié perdure depuis ce temps-là. En fait, ça doit faire 15 ans qu'on se connaît maintenant. Oui, c'est ça, à peu près, oui. Depuis 2011, 10? Ouais, c'est ça. Longtemps. Puis c'est ça, dans le fond, Maxime a continué moi, j'ai fait mon parcours en production théâtrale. Ouais. Lui, il est comédien. Mais on a toujours gardé contact, puis notre amitié... il a déménagé à Verdun, dans mon quartier, il y a quelques années. En fait, on habitait ensemble pendant 1 an et demi, puis après ça, je suis partie, mais... Fait qu'on est rendu proche physiquement aussi, géographiquement, puis depuis ce temps-là, on se voit plus, puis je suis contente. Puis ce qui est intéressant avec Caro, c'est qu'on n'a jamais comme force. On dirait qu'on se gravite toujours un peu autour sans jamais comme forcer les choses. Ouais. C'est comme quelqu'un que je sais assurément qui va rester dans ma vie comme
toute ma vie. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça se fait un peu tout le temps. On s'embarque dans des projets, on s'évite dans nos bails. Puis on a parti une compagnie de théâtre ensemble aussi, qui s'appelle Trembler davantage, qu'on a décidé de dissoudre récemment parce qu'on est rendu ailleurs dans nos vies, mais on a fait des projets ensemble dans les dernières années aussi au niveau du théâtre, parce que j'adore le théâtre, c'est juste que j'ai décidé de pas faire ça de ma vie, mais c'est ça, on a décidé de projets pour le futur aussi, on en parlera peut-être tantôt. Ouais. Oui! Mais d'ailleurs, ton stand-up, il est quand même teinté de théâtre un peu parce que tu joues un personnage. Ouais. Puis ça, c'est pas tout le monde qui fait ça en stand-up, donc c'est là qu'on voit vraiment tes racines théâtrales. Ouais, moi, en fait, en plus... récemment, comme il y a quelques mois, j'ai décidé d'essayer d'être plus Caro sur scène, tu sais, de mettre mon personnage de côté un peu pour voir ce que ça donne. Mais cette semaine, j'ai ramené mon personnage, puis c'est fou comme c'est tellement une autre dynamique. Comme je me sens tellement plus à l'aise, c'est probablement dû au fait que je suis cachée derrière un personnage. Fait que je commence, si les gens me jugent, ils jugent le personnage et non Caro. Ouais. Mais c'est vraiment ça, c'est ça que j'aime faire en fait. Fait que je pense que je vais continuer dans cette veine-là, ouais. Finalement, un mix, en fait, de théâtre et de stand-up. Ouais, exact. OK. Ouais, parce que t'as non seulement un personnage, mais t'as comme une courbe un peu dramatique aussi. T'sais, comme, je pense que t'es consciente de où tu commences avec le public puis où tu veux finir avec, tu sais. Puis, Ouais, moi, genre, tu sais, comme quand je vois d'autres humoristes qui sont comme, bon, à soir, je vais essayer tel joke, je rappe ça en 5 minutes. Moi, j'écris un numéro de A à Z, tu sais. Je vais pas dire, à soir, j'essaye ces 3 jokes-là ensemble. On dirait que moi, je suis pas capable de fonctionner comme ça. Mon cerveau, il est comme, non, j'écris un numéro, j'écris comme un épisode de ma série, on va dire, de stand-up. Puis j'essaye ce numéro-là, puis je vais rechanger des jokes dans ce numéro-là, mais c'est ça, le truc de théâtre, il est tellement imprégné que j'ai même de la misère à m'en sortir des fois. Quand je monte sur scène, je suis pas capable d'improviser tant que ça. Je suis genre très dans mon texte, puis très... Fait que c'est une façon de faire. Je pense que c'est un peu restrictif des fois, mais en même temps, c'est ça qui me fait triper de faire des personnages. Fait que... Puis toi, Max, c'est quoi tes rêves de théâtre, de show, de projet? Oh mon Dieu, c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis dans un... Ben, c'est ça, parce que je suis comédien, j'ai une formation en théâtre avant tout, en interprétation. Okay. T'es allé à quelle école? À Sainte-Thérèse, ouais. J'ai fini en 2015. Puis... depuis, parce qu'il y a tellement de portes qui se sont ouvertes, puis beaucoup de... Je pense que je réalise que je tripe sur beaucoup de trucs. J'écris aussi, je fais de la mise en scène. Je viens d'apprendre dernièrement que je vais rentrer en réalisation à l'INIS aussi. Ah, cool. Ouais. Félicitations. Tu sais, c'est comme beaucoup de... mes rêves, tu sais, je pense que... un peu comme Caro, à un moment donné, j'ai comme décidé... J'aime beaucoup l'interprétation, j'aime beaucoup jouer. Sauf que l'interprétation amène aussi une espèce de côté où ce qui est un peu comme au service d'une œuvre, au service d'une histoire, de ce qu'on raconte. Puis moi, en 2020, durant la pandémie, je venais de faire... Je vais pas nommer le show, mais je venais de faire un show qui était très populaire, dans un théâtre très populaire, qui a full bien fonctionné, là, tu sais, mais que moi, ça défendait rien de ce que dans mes valeurs, puis j'ai vécu des micro-agressions durant tout. Fait que c'était pas, tu sais, je me souviens, j'étais dans ma loge avec mes collègues, puis je me disais, en ce moment, je préfère fois 1000 aller servir des verres, genre dans un restaurant, que d'aller sur scène. Et pourtant, c'était comme un truc où tout le monde était fier, puis comme c'était prestigieux et tout, mais moi, je me retrouvais pas là-dedans. Puis il y a eu la pandémie tout de suite après, fait que ça m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir à cette expérience-là, parce que j'étais comme prêt à comme vraiment faire autre chose, genre complètement autre chose, tu sais. OK, de renoncer finalement à ta carrière de théâtre. Ouais, ben oui, parce que le milieu est le fun, est créatif, le monde est formidable, mais ça reste un milieu un peu toxique, tu sais, qui est au service de... Formidable, mais toxique. Donc, je me suis dit, soit je décide d'être un agent comme pour changer certaines choses, ou je passe à autre chose, parce que oui, c'est le fun, mais pas à tout prix. Puis là, je me suis mis à me dire, ben, si je tripe pas sur un projet, si je suis pas en amour avec le projet, si ça défend pas des trucs, si je suis pas fier de monter sur scène ou derrière la caméra quand je le fais, devant la caméra quand je le fais, ben, je veux pas le faire, en fait, t'sais. Puis ça a vraiment changé mon mindset et ça m'a vraiment porté dans
les dernières années, genre des beaux projets, autant théâtral que télévisuel, que justement j'écris, je mets en scène, je suis capable aussi de... Je réalise que le dernier show qu'on a monté ensemble, Caro et moi, ça s'appelle Hégémonie. Ça s'adresse aux adolescents, adolescentes, mais on parle vraiment de c'est quoi grandir en tant qu'homme dans une société où est-ce qu'il y a une pression de performer son genre, de performer la masculinité et tout. Puis on a essayé de couvrir une diversité de styles d'hommes déjà jeune à l'adolescence. Puis, en tout cas, moi, j'ai été capable de faire des ateliers dans des écoles secondaires, de rencontrer les jeunes qui avaient vu le show, qui vont s'en voir le show, qui ont aidé à écrire le show aussi, parce que pendant que j'écrivais, j'allais dans des classes, puis je m'inspirais beaucoup d'eux. Puis, il y a quelque chose de concret où je voyais la différence que le théâtre pouvait faire, sans dire que ça avait transformé la vie de... Mais je vois l'impact que ça peut... surtout avec ce public-là, les adolescents, tout se passe là, tu sais. Puis on sait qu'en ce moment, il se passe tellement de choses dans le monde, puis eux, ils ont le même Internet que nous, tu sais. Ils ont accès à tout ce qui se passe. Ils ont exactement le même Internet. Non, mais dans le sens que des fois, on l'oublie, tu sais. On est comme... Tu sais, puis à cet âge-là, moi... d'avoir autant de trucs, autant d'informations qui... c'est intense, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis je pense qu'on les écoute pas assez. C'est une génération qu'on est comme paresseux, toujours sur leur téléphone et tout, mais je pense qu'il y a quelque chose que... Je pense qu'ils ont beaucoup à nous apprendre aussi, tu sais. En tout cas, Et toi, tu as vu l'impact concret du théâtre, ce que ça peut apporter dans la vie d'un jeune? Ouais, puis je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'artiste de... Je pense que c'est un privilège de faire ce qu'on veut sur scène. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui est capable de faire ce que je veux sur scène. Pour moi, il y a quelque chose qu'on met... c'est une vitrine pour donner une information, pour présenter des trucs. Je pense qu'on a, en tant qu'artiste, moi, je crois en ça, là. C'est pas tout le monde qui croit en ça, mais pour moi, c'est important d'être représentatif, d'être inclusif, parce que à la seconde où on se met à se parler d'une histoire, du point de vue d'un type de personne, ben, il y a plein de gens qu'on retrouve pas, puis qui se sentent pas représentés, puis qui ont pas l'impression qu'ils font partie de l'imaginaire collectif québécois, canadien, whatever. Tu sais, comme cette espèce de... Puis je pense que c'est une responsabilité, tu sais. Il y a des gens qui ont l'impression qu'on peut plus rien dire sur scène, ou qu'on peut plus... Moi, je suis comme... C'est vrai que écrire un show, chanter une chanson, écrire une tune, faire un... C'est sûr que si on commence à prendre en considération tout ce qui pourrait blesser des gens, qui pourrait être comme pas inclusif et tout, ça peut être compliqué, mais en même temps, on est là pourquoi? C'est pas pour un peu se casser la tête puis faire comme, hey, comment est-ce que je me donne un challenge de comme être plus hot que hot dans ce que je fais, tu sais. Puis après ça, c'est d'être capable d'avoir des réflexions. Par exemple, dans Hégémonie, un truc qui m'a... que je me suis vraiment demandé est-ce que je le faisais ou pas, c'est que dans la pièce, il y a 5 personnages masculins, puis toutes les voix, les personnages femmes ou jeunes filles, sont toutes, on les entend, mais on les voit pas, sont pas représentés sur scène. C'est un truc que je me suis dit, hey, c'est quand même violent de vouloir faire ça. Il y a back and forth, j'ai fait lire à beaucoup de gens autour de moi, à me demander, comme, puis pour moi, ce que je voulais représenter, c'est ces personnages-là qui sont pris dans leur masculinité, qui sont comme, puis qui n'ont pas à... Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, ce qui m'a donné un peu... ce qui m'a aidé à sortir de ça, c'est tendre une oreille vers le genre mes collègues qui... Comment dire ça? C'est les femmes, c'est les filles, mes amis autour de moi qui m'ont appris à écouter, à fermer ma gueule une fois de temps en temps, puis tout ça. Puis si j'étais resté dans le voici ce que les gars font, voici ce que les femmes font, puis juste, tu sais, on n'avait aucune idée de comment ça se passait, mettons la puberté chez les femmes, on avait juste nos, tu sais, les rumeurs, de comment ça se passe, puis c'est bien dégueulasse, puis c'est comme, alors que, tu sais, j'ai eu des amis, des sœurs, des cousines, qui m'ont comme vraiment amené à sortir de puis pour moi c'était ça, c'est que ces voix-là qui viennent à eux, c'est des voix, puis la solution. Tu sais, je ferme le show sur un des personnages qui décide de rencontrer pour de vrai un personnage féminin, une de ses amies, puis qui décide de comprendre, puis qui se fait écouter, puis qui apprend à écouter aussi. Donc, je sais pas pourquoi je disais ça. Comme t'avais cette peur de justement de marquer l'absence des jeunes filles. Exactement. Dans ton projet de théâtre, et que comment ça allait être interprété, parce que
d'un sens ou d'un autre, tu peux, entre guillemets, toujours offenser quelqu'un, finalement. Oui, c'est ça. Puis je pense après ça, il faut être capable de nommer pourquoi est-ce qu'on a fait telle ou telle affaire. Ouais. Puis pour moi, c'était plus un homme... L'absence venait justement chercher cette espèce de besoin de cette rencontre-là, de ces échanges-là qu'il y a entre... parce que c'est vraiment affreux, là, tu sais, je veux dire, on est jeunes puis on apprend que si une fille t'aime ou si un gars t'aime, il va être méchant avec toi, il va te... comme tu sais, c'est genre comme... Ouais, c'est ça. Cette personne est méchante parce qu'elle est sûrement Elle a un kick sur toi. quelqu'un qui est sur toi. Tu sais, c'est comme... On dit ça aux enfants, mais les enfants, je veux dire, ils apprennent ça puis ils pensent que c'est la vérité, là, c'est... Puis c'est pas que c'est pas vrai, mais... C'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas la manière dont il faut montrer l'amour. C'est que c'est pas normal. Ouais, on est pas Oui, puis méchant. comme c'est pas normal de dans la cour d'école, se faire pogner une partie du corps, puis ben là, c'est correct, là, c'est juste une joke, ou tu sais, c'est comme... Non, c'est pas une joke, en fait, tu sais, tout ça. Mais moi, ce que j'ai vraiment apprécié du spectacle Hégémonie, moi, j'étais comme directrice de production, dans le fond, là, fait que j'avais plus des tâches cléricales, mais... J'étais quand même là à plein de processus, plein de moments dans le processus de création. Puis c'est qu'il y a à la fois des moments... Tu sais, il y a des moments dans le spectacle où c'est purement humoristique, en fait. Là. C'est comme décortiquer un sujet, mais de façon drôle. Il y a d'autres moments où ça devient super touchant. Il y a des moments où... Puis j'ai été là à plusieurs représentations, puis... Ce que je trouve incroyable des publics adolescents, c'est qu'il n'y a pas de filtre de réaction. Tu sais, comme quand tu vas au TNM, là, tout le monde est comme... Si quelqu'un tousse au premier rang, tu l'entends, genre. Mais là, dans une salle d'ado, là, c'est comme... Dès qu'il se passe quelque chose d'un peu edgy sur scène, là, tout le monde réagit, puis là, tout le monde se parle, puis genre... En tout cas, c'est incroyable, la vibe. Puis c'est là que tu vois que ça a un vrai impact, parce que les gens se mettent à parler, après le show, ça parle. Puis moi, j'aimais ça, rester après le show... J'écoutais un peu les discussions, tu sais, pour voir ce que les gens disaient, puis en tout cas, moi, j'adorais ça. C'est fascinant. D'ailleurs, je vais faire un peu de promotion, mais dans un mois, là, le 13 février, on joue, on est en tournée pour une 3e année à la Maison de Théâtre de Montréal, du 13 au... Je me souviens plus, mais la première, le 13 février. On peut regarder sur le site de la Maison de Théâtre, venir en famille ou avec... Oui, ben oui, moi, j'en donne le goût de voir le show. Même si je suis pas ado, ça me donne envie de voir le show. Ah oui, je pense que c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais l'idée de base, c'était de s'adresser aux garçons, ou en tout cas ceux qui s'identifient aux garçons, pour explorer un peu c'est quoi être un... Pour dénoncer la masculinité toxique qui s'installe? Ben, pour moi, c'était comme une espèce de m'adresser aux adolescents, mettons, ou ceux qui s'identifient en tant qu'adolescents. Pour moi, c'était comme un prétexte, parce que je pense que le message derrière le message, c'est pas une morale, c'est vraiment pour moi ce que j'avais envie de parler à cette génération-là, c'est surtout la recherche de genre son identité, sa propre identité, puis de comme que c'est vraiment vaste et nuancé une identité, tu sais. Puis ça peut changer. Ça peut changer, c'est fluide, puis je pense qu'il y a beaucoup de termes ces temps-ci pour parler de son identité, mais je pense que c'est toujours plus vaste. On réalise que derrière un terme, il y a toujours plus vaste, puis c'est complexe, c'est compliqué une identité, puis c'est pas tout le monde qui va nécessairement comprendre ou apprécier. Donc, de se dire homme, femme, non-binaire, je pense qu'au-delà de ces termes-là, il y a quelque chose de plus profond qui est juste un humain, qui est complexe, parce que chaque rire, trauma, forme qui t'es, tu sais, puis je pense c'est que ça demande un courage, surtout de nos jours, d'accepter qui on est, puis de naviguer dans la vie avec avec une authenticité. Puis là, moi, j'ai pris ce prétexte-là parce que oui, effectivement, chez les hommes, dans la masculinité, la manière qu'on nous amène à la performer, il y a comme tellement de confusion, en fait, là, pour... Puis je pense que sur Internet, en ce moment, c'est vraiment dans l'air de vouloir déconstruire ça. Puis je trouve ça superbe. Mais ces jeunes-là n'ont pas de... On est comme, oui, déconstruisons, mais on n'a pas de guide ou de... c'est ça, c'est TikTok, là, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est là qu'ils vont chercher leurs informations, dans le fond. C'est ça qui est le plus accessible. Ouais. C'est d'aller suivre du monde qui ressemble à qu'est-ce qu'on veut être, puis... Ouais. Mais je veux dire, on a grandi un peu là-dedans aussi. On est un peu plus vieux, mais moi, j'ai quand même grandi en checkant des blogs. Puis, tu sais, c'était quand même ça. Là. On a toujours eu ce principe d'idole. Ouais. Personne qu'on aimerait suivre. Ouais, exactement. Que ce soit au niveau de la carrière, que ce soit au niveau du physique, au niveau de la façon de penser, etc.
Mais de savoir aussi, c'est de savoir qui tu es avant de vouloir être quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais. Mais tu vois, je voulais pour revenir à la pièce de théâtre, est-ce que c'est pas finalement quelque chose que toi, t'aurais aimé assister Oui. quand t'es assez ado? Absolument. Mais ce que j'ai lu, c'est demande de subvention, fait que je sais que ça fait partie de son processus. OK. Non, mais c'est sûr que moi, je trouve ça vraiment... ça va sonner bizarre, mais j'ai trouvé ça difficile de grandir en tant qu'homme parce que j'étais... je pense que je suis une personne très sensible et très à l'écoute de ce qu'il y a autour de moi. Puis quand j'étais petit, il y a beaucoup... Tu sais, j'ai avancé il n'y a pas très longtemps, tu sais, puis ce qu'on nous apprend, en tout cas chez les... ou ce qu'on nous apprend, c'est d'être fort, puis de foncer, puis de t'excuser après, puis de non. Puis moi, j'étais aucunement capable de faire ça. Puis à un moment donné, pour pouvoir me faire des amis, être populaire, tu sais, comme j'ai appris, là, vraiment comme un rôle, j'ai appris à marcher comme ça, à répondre ce genre de blague-là à ça, puis que c'est beaucoup plus drôle, tu sais, un homme confiant, puis qui va être capable de dire... Fait que moi, je l'ai appris, puis à un moment donné, il y a une limite où est-ce que tu peux performer. À un moment donné, ça te rattrape, puis Puis ça m'a rattrapé. Puis j'ai vu des hommes autour de moi aussi que ça avait rattrapé. J'ai comme... cette pièce-là, c'est aussi un hommage à un de mes amis qui s'est enlevé la vie. Puis qu'on aurait pu sauver, peut-être. On aurait pu sauver. C'est difficile à dire, mais je pense que pour lui, c'était très difficile d'être homme aussi. Puis il y a comme quelque chose, je pense que c'était quelqu'un qui était très incompris. Puis je pense que c'est quelqu'un qui a... C'est difficile de parler pour quelqu'un qui est plus là, mais en tout cas, ou moi, de ce que j'ai appris de lui, ce que j'ai l'impression qu'il m'a légué comme... en partant, j'ai l'impression que c'était de... Ouais, moi, je pense que c'est plus touché d'en parler que je pensais. Mais c'est cette expérience-là, en fait, qui m'a fait en sorte que je me suis posé la question sur c'est quoi qui amenait... Parce que j'ai vu après ça les statistiques des hommes, beaucoup, qui sont de la vie, la santé mentale, et tout ça. Puis cette espèce de statu quo de la santé mentale chez les hommes, encore maintenant et toujours. Ben, chez tout le monde, en fait. Là, c'est juste que je pense qu'il y a une pression... au début... Première étape de l'écriture, j'ai fait beaucoup de tables rondes avec des jeunes de mon âge, mais aussi des hommes plus vieux. J'ai comme passé des questionnaires et tout, juste pour savoir un peu, c'est comme... Puis ça m'avait surpris, même beaucoup de gens d'une certaine génération, des papas, des pères de famille, disaient que s'ils tombaient malades ou s'il y avait une maladie quelconque, ils ne diraient sûrement pas à leur famille. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit autre chose que l'image de la personne qui est capable de pouvoir subvenir aux besoins et tout. Ouais. Le rôle du pilier doit rester fort et droit. Là. Et ça m'avait vraiment comme... Ouf! Ça m'avait fait comme... Mon Dieu, tu dois être pris dans... Donc, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui le font pas, qui en parlent pas, puis qui gardent ça pour eux, puis tout ça. Puis j'ai comme, mais qui est là pour toi? Donc, tu sais, c'est d'être capable de demander, réaliser qu'on peut mettre un genou à terre, puis il y a des gens autour de nous, on a un filet de sécurité, on a une communauté. Puis c'est pas une question d'être un homme ou une femme, là. C'est pour ça que je dis comme ton identité est plus complexe que... Exactement, tu sais. Tu peux être quelqu'un de sensible, tu peux être quelqu'un qui, à un moment donné, je mets un pied à terre, je mets un genou à terre, je serais pas capable. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin, tu sais... assumer que tu as besoin d'aide, c'est genre quelque chose de tellement difficile pour plusieurs personnes, là. Pour beaucoup de gens, c'est... Puis c'est pour ça que je dis que, pour moi, d'y aller avec la masculinité, c'est un prétexte. Parce que pour moi, je parle à tout le monde, à tous les humains, c'est ça, tu sais. C'est juste qu'il y a des exemples flagrants où je pense que c'est un sujet en ce moment qui... dont peut-être on ne parle pas assez, là. Pas les hommes, parce qu'on parle assez des hommes, mais genre de cette... mais tu passes sur cet angle-là. Exactement, ouais. Ça me fait penser au tout premier épisode qu'on a fait. On avait fait le tout premier épisode avec Suzanne et Kat. Et on parlait comme quoi il y a beaucoup d'hommes qui s'enferment, en fait, dans ce rôle de fuckboy, tout ça, mais si on faisait faire des ateliers pour qu'ils expriment leurs émotions, on aurait peut-être un peu moins de problèmes dans la société aujourd'hui. C'est clair. Mais il y a quelque chose de tabou dans la vulnérabilité. Exactement. De se montrer vulnérable et même pour tout le monde. Pour tout le monde, Puis je pense que les gens gagnent à comprendre que peut-être en étant vulnérable puis en étant dans l'authenticité, tu vas peut-être attirer moins de... Tu vas peut-être la personne la plus célèbre ou populaire au monde, mais tu vas attirer des gens autour de toi qui vont faire
qui vont être Tire ton filet de vers le haut. sécurité, puis ces gens-là, ils vont être acceptés pour ce qu'ils étaient, puis il n'y a rien de plus beau que ça, tu sais. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je l'ai invité. On est allé deep très rapidement. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, on a vu tout à l'heure, Caro, tu l'avais même dit de toi-même, que comme quoi ça a toujours été un rêve finalement d'être sur scène, de faire de l'humour. Bah, du coup, je donne la question à Maxime, est-ce que ça a été toujours ton rêve, voilà, justement d'être sur scène, même du coup de produire finalement, ou d'avoir un impact Je pense que oui. Ouais. Cela dit, j'ai l'impression qu'à la base, c'était pas pour les bonnes raisons. Qu'il y avait comme ce côté-là de... Ben, c'est pas pour les bonnes raisons, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas de... Mais tu sais, c'était beaucoup dans la validation, vouloir se faire entendre, vouloir que... Puis dans le vouloir se faire entendre, je pense que oui, je pense qu'il y a effectivement... J'ai des choses à dire, là. Je pense qu'on a tous des choses à dire, puis on cherche tout un moyen D'expression. Laisser sa trace sur exactement, ouais, c'est ça. Puis je pense qu'on est tous aussi appelés, tous et toutes appelés à ça, à faire ça. Mais oui, ce rêve-là, pour moi, c'est un rêve. C'est... Tu sais, je regarde Caro, justement, qui... c'est la première... depuis que je la connais, elle s'implique dans comme plusieurs causes. Ouais. Puis moi, je la vois aller, puis je suis comme... déjà, ça doit être épuisant. Mais Non, je suis juste comme... un petit burn-out. Mais tu sais, je pense qu'on a chacun nos moyens d'aller essayer de rejoindre la communauté, puis de faire bouger les choses, de faire... Puis moi, je pense que c'est à travers ça, vraiment. Puis mon rêve là-dedans, pour moi, c'est d'être capable de faciliter des ponts. Là. Je suis aussi un Québécois d'origine haïtienne. Il y a j'ai une culture métissée qui communique pas tant, quasiment aussi, tu sais, comme oppressant, oppressé. Là, il y a comme... Il y a une identité qui est justement plus compliquée que juste genre comme « Ah, je suis noir et je suis telle type de personne et j'étais là. » Tu sais, il y a comme... Fait que pour moi, il y a des ponts pour moi à faire. Il y a des échanges, il y a de la communication. Puis peut-être que je pourrais pas changer ça à l'international ou à grande ampleur, mais peut-être que dans la petite communauté montréalaise, on peut commencer à se poser des questions, à tendre l'oreille vers quelqu'un qui nous ressemble pas, en fait, puis de comprendre qu'on n'est pas dans des cases. Puis là, je parle de Montréal, mettons, ça va être de plus en plus complexe. On va être capable de moins en moins de faire comme toi, tu viens de tel endroit où tu sais, ça t'appartient, ça c'est ton... Comme, on va être obligé de genre d'ouvrir des canaux de communication. Puis ouais, c'est ça. Moi, je trouve que le théâtre, l'humour, c'est des canaux vraiment faciles de connexion avec le public, puis d'ouvrir sur des sujets, justement. Tu sais, je pense qu'on a un peu la même volonté de parler de sujets comme qui nous touchent, mais qui sont sensibles dans la société aussi, puis des sujets comme que les gens discutent de plus en plus. Comme moi, c'est sûr que j'ai un axe plus sur le féminisme, là, mais comme... Moi, tu sais, au-delà de faire rire les gens, si quelqu'un vient me voir après le show puis il me dit genre « Ah, tu sais, ce que t'as dit sur scène, ça m'a fait réfléchir à ça », pour moi, ma job est faite, là, tu sais. Fait que oui, j'ai envie d'être drôle, c'est sûr. Sinon, j'aurais pas fait de l'humour, là. Mais il y a quand même quelque chose de... Je sais pas, de tisser... de travailler le tissu social pour le rendre, tu sais, le transformer vers quelque chose qui ressemble plus à qu'est-ce que moi j'aspire pour le monde entier. Futur gourou, Caro Bonas. Non, mais t'es quelqu'un d'engagé. Je veux dire, regarde juste le fait que tu travailles au bâtiment 7. Ça prouve ton engagement, t'as un idéal pour la communauté. Ton humour est engagé. Je veux dire, c'est toi. Ça te représente. Ouais. Ça vient d'où, tu penses, ça, en toi, ce goût-là pour le communautaire? Ben, je dis communautaire, entre guillemets, là, mais tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est une bonne question parce que honnêtement, c'est un peu arrivé dans ma vie malgré moi, mais clairement, la grève de 2012 a été un changement, tu sais, un 180 dans ma vie, là, comme... Moi, j'étais allée à l'UQAM de 2011 à 2015, puis, tu sais, j'ai fait un bac en études théâtrales, mais clairement, la grève de 2012 puis la grève de 2015 à l'UQAM, ça a été mes plus grandes écoles de la vie, là, dans le sens que c'est là que j'ai rencontré tout mon réseau social que j'ai en ce moment, avec qui je m'implique, je milite dans Pointe-Saint-Charles. Puis c'est que moi, ce que je trouve inspirant, c'est de voir que, tu sais, comme oui, on parle de comme changer le monde, mais je trouve
trouve qu'à Pointe-Saint-Charles, c'est à une échelle très locale. Mm-hmm. C'est minuscule, Pointe-Saint-Charles. Là. Il y a plein de gens qui savent même pas c'est quoi, mais c'est comme entre Verdun puis Griffintown, une petite pointe enclavée entre des autoroutes puis des chemins de fer. Mais la communauté de Pointe-Saint-Charles se tient depuis toujours. Il y a une tu sais, même la clinique de Pointe-Saint-Charles, c'est une clinique communautaire qui a été le modèle pour les CLSC au Québec. Tu sais, c'est comme... Il y a comme beaucoup de choses qui partent de Pointe-Saint-Charles, mais qu'on le sait pas. Puis moi, ça m'a tellement inspirée de voir que des gens qui disent juste... Tu sais, moi, je veux que dans mon quartier, il y ait ça, puis ça, puis ça. Puis on fait des manifs, on fait des actions politiques, on va parler aux élus pour faire changer les choses. Je trouve ça tellement comme... Je trouve ça incroyable parce que c'est juste une question de volonté puis de temps à mettre là-dessus parce que n'importe qui... Tu sais, c'est tous des nobody, là, les gens qui font ça, mais c'est juste qu'ils ont la volonté de... Tu sais, comme les élus veulent pas nous suivre dans notre projet, on s'en fout, on continue. Puis le bâtiment 7, c'est exactement ça, l'histoire de ce projet-là. C'est, à la base... C'est une gang de Pookies qui sont arrivés avec un drapeau qui était comme ce terrain-là, on va le réquisitionner puis on va faire des services à la communauté dedans, tu sais, en 2003-2005. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont vraiment planté un drapeau symbolique là, pour dire ça va être bientôt, ça va être à la communauté. Puis 15 ans plus tard, on avait les clés du bâtiment, là, tu sais, c'est quand même incroyable. Mm-hmm. C'est un gros bâtiment. C'est un très gros bâtiment, mais c'est des groupes communautaires, c'est monsieur, madame, tout le monde, là. C'est pas une affaire des universitaires. Tu sais, oui, évidemment, il y avait des universitaires, des gens qui ont étudié les luttes sociales puis qui savaient, tu sais, comme qu'il y avait des stratégies un peu plus travaillées à travers ces collectifs-là. Aussi, là, des études en droit puis en administration. Oui, c'est ça. Il y a une avocate dans la gang, une ex-avocate que... Une chance qu'elle a. Mais c'est quand même une dame du quartier qui habite dans une coop d'habitation, puis qui, tu sais, c'est ça. Fait que moi, je sais pas, il y a quelque chose que je trouve tellement inspirant de... C'est l'autodétermination, en fait. Là. Nous, c'est ça qu'on veut dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. On veut pas que ça devienne une rallonge de Griffintown, puis on va se battre pour que ça arrive, tu sais. C'est vraiment, finalement, la preuve que le rassemblement d'une communauté, ça peut faire changer les choses. Ouais, vraiment. Ouais. Puis, tu sais... j'ai comme fait un lien rapide dans ma tête, mais évidemment que comme cette communauté-là, c'est quand même principalement des personnes blanches francophones qui ont certains privilèges, tu sais, peut-être pas en termes de classe sociale, mais tu sais, je pense aux milliers de personnes autochtones qui font des luttes exactement pour la même chose, la réappropriation du territoire, mais qu'on les entend pas, qui sont... c'est purement un truc de je sais pas comment, je veux pas dire de la ségrégation, là, mais c'est ça, c'est comme, ben vous, on vous écoute parce que vous venez de tel quartier de Montréal, puis vous, on vous écoute pas parce que on vous a jamais écouté, fait que, tu sais, c'est... Fait qu'il y a une affaire de privilège aussi, là, que je suis très consciente que c'est pas n'importe qui. C'est pas... oui, il y a une question de volonté, mais il y a aussi une question de, comme, est-ce que les gens importants au-dessus de nous vont nous écouter, là, mais... parce que... Ouais, non, mais parce que je me suis pas impliqué autant au bâtiment 7, mais j'ai travaillé au Centre-Taverne beaucoup, puis c'est ça, au Centre-Taverne qui est le bar au bâtiment 7. Puis c'est sûr que moi j'étais très critique de ça, ça reste que même dans toute la belle volonté de vouloir changer des choses, c'est sûr qu'il faut vraiment rester vigilant pour pas recréer des dynamiques. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que c'est des mêmes personnes, mettons, un groupe de personnes blanches qui se battent pour un truc, puis un groupe de personnes, mettons, je vais dire noires, parce que qui se battent pour un truc, des fois, il y en a un qui a l'air plus violent que l'autre, puis la police débarque, puis c'est pas la même... Fait que oui, mais encore là, moi, je pense qu'on est dans l'échange, la communication, puis comment tellement multiplier les voix qui... dans notre communauté, qu'à un moment donné, on n'est pas capable de faire comme ce groupe-là et tel type de personne, puis ce groupe-là et tel type de personne. Il y a un terme, j'ai parlé d'inclusion, puis de diversité, puis moi, c'est des termes que, encore là, j'ai dit tant plus tôt que les termes, c'est juste des termes, puis on peut... mais tu sais, c'est des... Parce que inclusion, ça veut dire comme, ben, je t'inclus dans mon truc, tu sais. La diversité, c'est comme... T'es quelque chose qui fait bizarre, ou changement, t'es comme... Fait que c'est comme des termes qu'il faut quand même garder attention, parce que, tu sais, moi... J'aime beaucoup, justement, multiplier les voix, le type de voix, qui raconte l'histoire, qui raconte. Parce qu'au final,
on réalise que c'est ça, un des gros problèmes de la société occidentale, c'est que finalement, c'est le conquérant qui a raconté l'histoire, tu sais. Puis donc, c'est lui qui dit qu'est-ce qu'on apprend à l'école et tout ça, tu sais. Puis là, on réalise qu'il y a des histoires ou des angles d'histoire qu'on n'a pas eu accès, fait que ça change, ça vient vraiment ébranler les fondements d'une société, tu sais. Donc, je pense, encore là, c'est très important, tu sais, moi... au-delà de je fais des parallèles, mais au-delà de la représentation sur scène ou à la caméra, pour moi, il y a aussi un truc de qui raconte l'histoire. Parce que si tu me racontes un film d'esclavage écrit ou réalisé par une personne blanche, puis qui a son point de vue de comment il veut faire les choses, ça peut être intéressant, mais je veux aussi savoir, je veux entendre l'histoire de la bouche de d'autres personnes que juste, finalement, la personne qui est... Puis je trouve qu'il y a quand même quelque chose de... il y a un challenge, je pense, dans les secteurs plus communautaires ou même de militants. Dans le militantisme, il y a quelque chose, je pense, il y a un challenge à essayer de comme... Des fois, être capable de faire comme « Hey, ça, c'est pas ma cause, mais je vais être là pour supporter la cause de quelqu'un qui... » Parce que moi, maintenant, je vais être critique, mettons, là, du milieu. Puis des fois, je trouve que c'est pas nécessairement la bonne personne qui s'offusque au bon moment. Ça aussi, j'ai eu beaucoup d'expériences comme ça. « Ah, ça te dérange pas, ça? Il me semble que moi, je... » C'est comme... Laisse-moi vivre comment moi je vis. Tu sais, je veux dire... Puis après ça, c'est ça, c'est de voir comment est-ce qu'on peut être là aussi pour supporter la cause d'autrui, puis peut-être laisser d'autres personnes être un allié, parce qu'on peut s'indigner, même si c'est pas notre cause, on peut quand même être choqué puis révolté de ça. Mais ne pas parler à la place de la personne. C'est ça qui est important. C'est de garder finalement sa place, comme tu dis, d'allié, et non de... Bah attends, c'est moi qui vais prendre la parole. Bah non, ça n'avait pas de sens. Puis je pense que le point que je voulais faire, c'est par rapport à ce que tu disais, par rapport au fait que tu te disais consciente des privilèges qu'ils pouvaient avoir dans un groupe, mettons, à Pointe-Saint-Charles, mais je pense que ce sera pas dans le... Je pense que pour moi, en tout cas, je me dis que la meilleure manière de changer ça, c'est justement d'aller... de se mélanger, d'aller voir les autres groupes communautaires, d'aller voir des groupes de militants autochtones, puis comme de se mélanger, puis de faire comme, hey, on s'appuie sur plusieurs fronts et tout, parce que, je pense que la discussion, l'échange, ça va être toujours la clé. Puis après ça, les gens sont tellement brûlés, là, tu sais, comme on l'a dit tantôt, mais c'est beaucoup de jobs, là, tu sais, puis... Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, c'est tellement de travail comme un projet comme le bâtiment 7, c'est que ça demande énormément d'heures bénévoles. Puis c'est qu'à la fin de ta semaine, t'as plus l'énergie d'aller manifester. Tu sais, comme la semaine dernière, il y a quelques mois. C'est correct. Il y a des contre-manifs, dans le fond, il y a des manifestations de personnes anti-trans, là, des espèces de néo-nazis qui veulent pas que les gens affichent leur identité. En tout cas. Puis il y a des contre-manifs qui s'organisent. Puis non, j'ai oublié où est-ce que je m'en allais avec ça. Tu disais l'énergie ou... Ouais, c'est ça. C'est que tout ça. Moi, j'ai été appelée... Tu sais, c'est rare, là, mais j'ai senti vraiment que là, il y avait un besoin de comme, OK, là, les alliés, là, on a besoin de vous autres, là, tu sais, comme, c'est pas juste une affaire de trend, je m'en vais dans la rue avec mon drapeau trans, là, c'est comme, on a besoin d'être plus qu'eux autres. Puis ça a fonctionné, il était 400 contre 30, je pense, tu sais. Mais moi, tu sais, j'ai pensé à eux très fort, mais j'étais comme, je suis épuisée de ma semaine, de tout ce qui se passe, tu sais, en plus que je travaille de jour puis je fais des shows le soir, tu sais, moi, je suis comme, mon mode de vie en ce moment, il y avait juste pas de bon sens. Fait que c'est ça, je trouve ça très difficile, parce que je pense que c'est assez généralisé dans le milieu communautaire, militant, de genre, la fatigue du militantisme, la fatigue... la fatigue aussi de porter une lutte qui mène pas toujours où ce qu'on veut que ça mène, tu sais, c'est quand même épuisant, là. Puis 2012, moi, ça a été... En fait, je pense j'ai réalisé l'année dernière que je me suis remis de 2012 en 2022, tu sais. Ça m'a pris 10 ans à m'en remettre, pour vrai, tu sais. La fatigue, puis l'espèce de... J'étais vraiment très impliquée, là, à tous les jours. J'étais dans la rue, on faisait des actions, on faisait des affaires en théâtre aussi, puis... C'est pendant 7 mois, là, tu sais, consécutifs à côté, là, à faire d'être là tous les jours. Puis à la fin, quand on est juste retourné à l'école, puis que Pauline Marois a été élue, puis qu'il n'y a rien qui a été gagné, en fait. Il y avait vraiment une ambiance d'échec à l'UQAM, là, tu sais, comme, on a perdu, puis c'était tellement tough se remettre de ça, là. Moi, c'est ça m'a pris 10 ans, pour vrai, ça m'a pris 10 ans.
De réaliser que tu as mis autant d'efforts et d'énergie que tout le monde impliqué, tous ceux qui supportaient les carrés rouges, on va dire, de voir cet échec-là, qu'est-ce que ça fait après? Comme des illusions de peu importe ce qu'on fait, ça ne changera pas? Mais en même temps, on n'a jamais été aussi proche, tu sais, dans le sens que c'est ça l'affaire, c'est qu'on n'a jamais été 250 000, 300 000 dans la rue en même temps. Tu sais, moi, j'avais jamais vécu ça avant. Fait que c'est comme on a eu tellement d'espoir, puis c'est pour ça que moi, j'ai décidé OK, je déploie toutes mes énergies là-dedans parce que je veux que ça marche, puis on est sur la bonne voie, fait que let's go, faut pas lâcher. Puis c'est ça, en fait, c'est qu'on a tous fait des burn-out militants, là. Il y a un gros hype après un gros down. Exact. Si je peux rajouter un peu de mon angle en tant qu'afro-descendant, il y a quelque chose... Non, mais juste peut-être un mot d'espoir, là, c'est... We are the world! Et cue music, non. Tu sais, de la culture... Dans la culture haïtienne qui descend de la culture africaine, il y a beaucoup cette notion-là de génération. Tu sais, il y a des choses qu'on est moins pressé de faire des trucs. On les fait intensément, on est moins pressé parce qu'on essaie de rester conscient qu'on a un bout de chemin. Tu sais, on apporte un bâton, tu sais, comment c'est un marathon, c'est ça? Un relais. Quand tu cours, puis tu as un relais. Un relais, merci. C'est un relais à une autre génération. C'est comme un impact qu'on a, puis que cet impact-là est plus grand que nous. Puis il y a quelque chose où on est moins dans le tout de suite maintenant, on est moins pressé, on est jamais à l'heure. Mais dans le sens qu'il y a quelque chose de constant qu'il faut se garder en tête, tu sais. Puis moi, là où ce que je me dis, où ce que ça n'a pas été un échec 2012, c'est que la dernière grève avant ça avait été genre de 5 semaines, je pense. C'est ça. Après, nous, tu sais, quand ça faisait 3-4 semaines, on était comme, OK, c'est parce que là, ça commence à être long, tu sais. Alors que là, on a comme prouvé qu'on pouvait vraiment se monopoliser pendant encore plus de temps, tu sais. Fait qu'on vient de mettre un autre, je sais pas, une autre étape ou une autre barre. La barre est plus haute, puis on a un exemple pour une autre génération d'étudiants et étudiantes qui vont vouloir je sais pas, dépasser ça, ils vont avoir un exemple de quelque chose de comme, ils vont pouvoir s'accoter là-dessus, puis ça, faut pas l'oublier, tu sais. Même si on n'a pas vu de résultats que là, maintenant, on fait partie de quelque chose d'un peu plus grand. C'est pas philosophique, mais on fait partie de quelque chose d'un peu plus grand, puis des fois, c'est le résultat qu'on voit pas maintenant qui nous décourage, mais il se verra dans une génération prochaine, sûrement. Absolument. Ben moi, j'ai remarqué vraiment que les personnes avec qui j'ai milité, en fait, c'est ça, il y a comme eu un espèce d'effet de recul, de plus être capable de s'impliquer dans des grandes causes. Mais il y a énormément de gens qui ont décidé, en fait, de faire... de mettre du temps, de l'énergie dans des projets qui promouvoient les valeurs qu'on promouvait, en tout cas, qu'on mettait de l'avant en 2012. Faites bien de la promotion. Mais à travers des projets comme plus personnels, tu sais, je sais pas, mettons, je pense à je pense à une personne en particulier qui fait maintenant de la thérapie somatique, genre, mais ou de l'hypnose ou des trucs comme ça, mais axés pour les personnes qui font du militantisme, là, puis qui sont dans des luttes, puis tout ça. Tu sais, fait qu'il y a comme quelque chose ça a quand même percolé, mais pas dans des luttes, tu sais. En tout cas, je sais pas comment l'expliquer. Pas comme t'imaginais. Exact, Ça a eu un impact, mais pas celui que t'imaginais. Ouais, c'est ça. Puis moi, s'il n'y avait pas eu 2012, j'aurais pas connu le bâtiment 7 non plus, tu sais. C'est comme ça que j'ai rencontré ces gens-là. C'est comme ça que j'ai déménagé à Pointe-Saint-Charles. Fait qu'il y a plein de choses positives qui résultent de la grève, mais c'est plus au niveau, je pense, c'est ça, une espèce de déception de pas avoir, tu sais, l'objectif, on l'a comme oublié au fil des mois, mais l'objectif, c'était quand même qu'il n'y ait pas de hausse de frais de scolarité. C'est devenu comme une espèce de mouvement... plus grand que le mouvement. Tu sais, comme quand les casseroles sont arrivées. Ouais. Moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie. J'étais comme, oh mon Dieu, on est en train de changer le monde. Genre, tu sais, comme... Il y a un mouvement. Je le sens encore dans mon corps, des frissons de comme, wow, ça a percolé jusque dans les quartiers. Tu sais, c'est plus juste les étudiants. C'est comme tout le monde sort le soir avec ses casseroles. C'est tellement émouvant de voir ça, là. Puis quand tu vois qu'après ça, ça fane, ça a un peu... Tu sais, oui, c'est resté, mais ça a quand même fané. Il y a quelque chose qui s'est fané. Mais, veux pas, il y a quand même un espèce d'imaginaire collectif qui est resté autour de la grève. Puis des gens que je connais pas, on est capable de connecter. Je sais pas, juste de se dire, les deux, on a milité en 2012, on va connecter sur plein d'affaires super rapidement. C'est comme même si on se connaît pas, tu sais, c'est comme quelque chose de très
ça vient nous chercher dans le plus profond de notre âme, là. C'est ça, Clémence, c'était pas encore au Québec en 2012. Non, moi je suis mais c'est pour te donner une idée, c'est qu'on a eu vraiment eu, il y a eu vraiment eu un mouvement plus grand que nature, là, je sais pas, comme vient de l'expliquer Caro, mais où est-ce que tu avais le sentiment que les choses allaient changer, puis tu allais réussir? D'où le gros down, parce que... Ben oui, c'est plus tu grimpes, plus quand tu tombes de haut, quoi. Puis le gouvernement était vraiment dérangé, en fait. Ça dérange. Il y avait comme... Ça a réussi à les secouer eux, quoi. On était comme, on tient notre pied. Mais c'est la force, comme on dit, c'était tellement rendu gros que... Il y avait la gratuité scolaire qui est rentrée. Après, il y avait comme... Il y a eu la brutalité policière à rentrer dedans aussi parce qu'il y a eu des... comme tout est... Fait que là, ça devenait... ça devenait quelque chose de plus global que juste les frais de scolarité, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis... Mais c'est ça, c'était comme un mouvement. Puis faut pas oublier que ce qui a fané aussi, c'est parce que on sait pas. Oui, il y a eu un essoufflement peut-être vers la fin, mais il y a aussi une loi qui a été passée pour nous empêcher de manifester, pour nous empêcher de. Il y a eu des lois mises en place pour comme ça. C'est là ce que j'ai fait comme. Ok, on vit pas dans le. Oui, c'est ça. On vit pas dans le Québec que je pensais qu'on... Tu sais, là, ça va faire... On n'a plus le droit de manifester. C'est comme... C'est rendu illégal. La démocratie est où? Mais si tu peux pas te rassembler. Tu n'avais plus le droit de faire des rassemblements de plus de... Je me souviens plus combien de personnes. 25 personnes. 50, mais 50. Pas le droit de piquetage non plus. On pouvait pas empêcher les gens de... Ils pouvaient pas avoir de piquetage. Fait que là, le gouvernement a laissé ça s'envenimer un peu parce que là, finalement, tu avais des étudiants contre d'autres étudiants, des enseignants qui étaient obligés d'aller enseigner leurs cours, même si c'était la grève et qui appuyaient la grève, mais qui étaient obligés. Fait que là, tu mettais... c'était vraiment... Ce que le gouvernement est bon à faire, c'est de faire genre comme... On va laisser ça dans votre cours. Ouais, c'est ça. Je vous pitch une poignée de bananes, puis arrangez-vous, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais c'est ça, c'est... donc oui, effectivement, c'était comme un gros événement. Mais moi, je suis... Dans ma tête, c'était pas un échec. Dans ma tête, c'est comme un step de plus. S'ils s'en sont venus à mettre une loi pour interdire de manifester, c'est que ça a marché. Ben oui, c'est ça. C'est que ça les a titillés, là. C'est qu'ils ont pas aimé ça, là. Ils ont pas aimé avoir je pense, un teaser de ce que ça peut être si jamais tout le monde se met à se rebeller en même temps, là. Ils ont un petit avant-goût, Puis il y avait aussi une loi pour pas le droit de porter de masque en manifestation. Puis là, je trouvais ça tellement absurde pendant la pandémie que tu pouvais pas manifester sans masque. J'étais comme, wow, c'est le monde à l'envers. Mon Dieu, je m'attendais pas à ce qu'on parle de la grève de 2012. Mais c'est tellement... Moi, ça fait tellement partie de mon identité. Genre, mais oui. C'est comme mon rebirth. mais comment tu le décris, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Tu sais, ça a été tough, mais tu te dis, tu sais, tu pourras dire à la prochaine génération, on était dans la rue pendant 7 mois, c'est ça? Ouais. Pour, genre, manifester contre un système qui nous opprimait, hein, avec cette hausse de frais de scolarité, c'est big, quand même. C'est huge. C'est huge. Il y a eu, tu sais, toutes les manifs de soir. Il y en avait une par soir pendant, genre... 2 mois, 3 mois consécutifs, je sais plus trop, à tous les soirs. Tu sais, ça débouchait la ville. Mais oui, mais c'est ça, c'était le chaos. C'était le chaos. Les policiers étaient épuisés, là. Tu sais, c'est sérieux, il manquait de policiers. Ils étaient comme, là, faut qu'on leur donne une journée de congé, là. Mais là, on était comme, non! Mais l'organisation à l'interne aussi, parce que là, il fallait... à un moment donné, il y avait une loi qu'il fallait absolument donner la trajectoire de la manifestation aux policiers. Puis, fait que là, on faisait genre des espèces de fake. Parce que ça aussi, les réseaux sociaux ont vraiment aidé. Puis, tu sais, on avait on était plus avancés que les policiers là-dessus. Fait que c'est aussi de genre se texter où est-ce que finalement la manifestation. Puis là, les policiers vont à un endroit, nous on va à un autre. Tout le monde, c'est quand même. Il y a quand même une organisation interne assez. Il y a beaucoup de choses qui se sont créées à ce moment-là, incroyable. Je pense. Puis qui ont aidé à faire après ça pour le Black Lives Matter, des trucs qu'ils ont aidé à organiser des oui, c'est ça, il y a plein de petits gains. Ouais, c'est ça. On a appris à comment se protéger un peu, tu sais, comme les numéros de téléphone sur le... Au cas où, mettons, qu'on se perd ou qu'on se fasse tabasser, puis qu'on sorte, tu sais, comme... T'as un numéro de l'avocat sur ton bras, comme ça.
Mais c'est ça, la première chose qui arrive quand tu te fais arrêter, c'est qu'il faut que tu appelles un avocat. Tu peux faire un appel, tu sais. Fait que là, nous, on avait tous le même avocat. Tout se donne. Merci, Denis Poitras. C'est fou, ça. Ouais. Tu pourras raconter à une future génération que tu t'es déjà fait arrêter en Outaouais. Parce que t'es dans une école. Je pouvais pas être à moins de 100 mètres de... je pouvais pas être à moins de 100 mètres de l'Université du Québec en Outaouais pendant plusieurs années. Ah ouais? Jusqu'à temps que notre truc soit traité par le système de justice. J'étais comme, une chance que j'habite pas là. Hein? Ah, j'avoue. Une chance que je vais pas à l'école là-bas. Ils t'ont gardé combien de temps? Ah, pas longtemps, genre quelques heures, là. OK. Mais on était genre 150, là, dans des tout petites cellules. Fait qu'on pouvait pas rester là, tu sais, c'était invivable. Caro pourra dire j'y étais. Ouais. Ah Mais ouais. j'y étais à fond, je veux dire, c'est ça. Tu n'as pas été à demi, tu étais à 110 %. Ouais, Complètement. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. J'avais l'appel, j'étais comme, il y a quelque chose qui se passe, je veux être là. Mais j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose de clé, c'est l'âge qu'on avait à ce moment-là aussi, là, dans 20, 21 ans, même, 21 ans. Ouais. On avait de l'énergie dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Puis les ados ça, nous à 30 suivaient ans, aussi. là, c'est pas possible. Les écoles secondaires nous suivaient aussi, ils faisaient des... ils faisaient Les vendredis, ils faisaient des manifs en soutien. Ouais, c'est ça, les écoles secondaires. Les ados des écoles secondaires. Ouais, ça aussi, c'était beau aussi wow. à voir aller, puis... ouais. Mais on est porté par le mouvement parce que ça devient C'est tellement... rassembleur, Oui, hein. c'est ça. Ça devient comme une énergie que tu sens partout. Puis c'est ça qui te pousse, j'ai l'impression, tu sais, Ouais. qui te donne un élan. Ça n'a peut-être vraiment rien à voir, mais ça me fait penser à... Quand j'étais à Francfort, on faisait, avec mon entreprise, on faisait des tours de... Enfin, tu sais, une course. C'était un 5 km, hein. Que dalle. Mais le fait d'avoir tout le long de la course des percussions, des personnes qui encouragent, même pas toi personnellement, mais ça booste. Alors, je n'ose imaginer une foule derrière toi. Je sais pas si j'avais des chants où tu disais de parler des casseroles, tout ça. Ça te voit tellement te booster, ça doit être malade. C'est vraiment malade. Tu peux pas vivre. Il y a aucun autre moment. Ça trigger une émotion qui est pas vivable ailleurs, tu sais, à moins d'être Céline Dion devant un stade. Mais même à ça, c'est pas Non, pareil. c'est pas pareil. C'est pas plus pareil. le feeling que tout est possible puis on peut changer le monde. Ouais. Puis ça, je pense que c'est quelque chose quelque chose d'incroyable. C'est fou. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que finalement, ça changera pas. Mais c'est... Bah si, maintenant, t'as plus le droit de manifester. Yeah! Waouh. Mais moi, en tout cas, j'essaye vraiment de... Tu sais, que tout ce... Tu sais, 2012, ça a été comme un gros moment, mais genre, j'essaye que ce que j'ai vécu, toutes les valeurs que j'ai développées à ce moment-là, que ce soit ça qui transparaisse dans mon stand-up. Puis que... c'est ça, essayer de rejoindre les gens qui ont envie d'entendre parler de ces sujets-là, ou pas, en fait, puis qui en entendent parler pour la première fois, puis qui sont comme, j'avais jamais vu ça comme ça, tu sais. Puis je trouve que Caro, pour l'avoir vu jouer, quand j'ai joué stand-up, pour l'avoir vu jouer, elle a comme une manière de tu sais, je l'ai vu performer sur son numéro dans des endroits qui n'étaient pas nécessairement des endroits communautaires ou, tu sais, militantistes. Tu sais, c'était comme... Puis je trouve que tu as une manière de parler des choses où personne se sent comme nécessairement offusqué ou... Tu sais, comme, il y a comme un truc de... Je dirais pas que c'est... Je pense que ça parle à tout le monde, puis tout le monde... On tend l'oreille. Je pense qu'on tend l'oreille, puis on se sent pas comme agressé, ou on se sent pas... Tu sais, il y a comme... Puis je pense que c'est peut-être dans ton personnage, ou dans la... Tu sais, dans ce que tu dégages. Moi, j'ai été flabbergasté que la première fois que je l'ai vu, j'ai fait comme... c'est très cool. Il y a comme quelque chose qui passe très fluidement, puis... Puis c'est ça, parce que l'humour, on sait, oui, ça peut... Tu disais que c'était comme un bon outil pour justement créer des échanges et tout, mais ça peut aussi causer genre... Tu sais, comme... Oui, l'humour... ça peut être l'inverse aussi. C'est un autre milieu très toxique, là, selon moi, là, tu sais, pour plusieurs raisons, mais je trouve que d'avoir du monde qui arrive à comme débriefer sur un sujet de manière drôle, puis que tout le monde se sente inclus, puis personne se sente comme... je trouve que c'est quand même un talent, puis... Plus le sujet est grave, plus quand t'arrives à bien tourner ça, tu impactes du monde. Ouais, vraiment. Ouais. Puis plus c'est une cause qui te tient à cœur. Tu sais, de l'humour sur le féministe, tu sais, c'est con, mais c'est pas l'humour le plus facile à faire. Non.
Tu sais, l'humour le plus facile à faire, c'est de parler de sa graine. Tu vois, J'ai jamais entendu ça, des jokes de graines, non? Il y en a qui gagnent des millions à parler de leurs graines, c'est malade. Ouais. C'est ça, on choisit pas le chemin le plus facile. Hein. Non. Mais c'est celui qui nous ressemble, qui nous fait vibrer, quoi. Ben, c'est ça. Ouais. C'est peut-être plus aussi d'avoir un impact dans ton milieu immédiat. Tu sais, on fait plus partie d'un grand mouvement là, où à 7 heures le soir, tout le monde cogne des casseroles, mais peut-être qu'on a un impact plus dans notre milieu, dans notre environnement, un impact direct, que ce soit avec nos collègues de travail, avec nos amis ou peu importe. Donc, c'est plus du one-on-one maintenant que du grand mouvement de société. Oui, puis c'est pas moins important, je pense. Non, ben non. Au Ça, contraire, ben non. il y a peut-être une manière d'être encore plus... d'aller plus dans les nuances, dans le fin, parce que... Ouais, c'est ça. Ouais, ben moi, j'accorde énormément d'importance au one-on-one. Tu sais, comme au bâtiment 7, c'est ça, j'étais dans le comité mobilisation quand ça a parti. Tu sais, comme quand on a obtenu les clés, puis que là, OK, ça devient concret, là, il faut trouver du monde pour tenir le projet, tu sais. Puis c'est ça que je disais à tout le monde, faut pas négliger le one-on-one, parce que tu sais, le bâtiment 7, là, il y a 13 000 abonnés sur Facebook, là. Puis des gens de partout dans le monde. C'est comme un projet reconnu partout de par sa nature si unique, mais genre, il y a des gens qui habitent à 2 coins de rue qui connaissent pas ça, tu sais. C'est ça. Fait que ça, c'est... Moi, j'étais comme, OK, fait faut qu'on donne... Tu sais, la personne qui vient pour la première fois puis qui est comme, je sais pas c'est quoi, je comprends pas, je suis où, mais c'est avec cette personne-là qu'il faut prendre le plus de temps. Ouais. Parce que c'est elle, tu sais, on s'en fout des 13 000 abonnés qui habitent en Belgique, là, tu sais, comme... C'est la personne qui habite à côté qu'on veut rejoindre, puis, hey, c'est des services qui répondent à tes besoins. Mais c'est pareil en humour, je trouve. C'est comme... Quand quelqu'un vient me voir après un show pour me dire un commentaire, genre, je trouve ça tellement précieux. Ouais. Tu sais, comme, oui, OK, si j'ai eu des rires, c'est le fun, mais quand quelqu'un vient te voir pour te dire « Ah, ça m'a vraiment touché ton numéro », là, c'est comme... C'est ta paye. Ben oui, vraiment. Et on est gêné de faire ça, par exemple. Moi, dernièrement, on est allé dans un show ensemble, puis Oui, c'est vrai. il y avait quelqu'un que j'avais vraiment, tu sais, trouvé vraiment bon. J'ai oublié son nom, mais je pourrais... C'est Mousse. Moussa. Oui, que j'étais comme... Il y a quelque chose dans son... qui il est, là, je sais pas si c'est un personnage ou pas, puis ça c'est le fun aussi. Mais quelque chose de qui il est que je trouvais vraiment intéressant, puis j'étais comme un peu gêné d'aller, ben je lui ai dit, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit malaise d'aller voir les gens, puis de faire comme... Après maintenant, grâce aux réseaux sociaux, c'est un truc qui peut être pas mal, c'est de partager les profils Instagram ou Facebook des humoristes de l'open mic ou de la soirée d'humour. Comme ça, la personne peut comme... Tu sais, c'est plus courageux d'écrire un message que d'aller voir la personne en face, tu vois, tout de suite après le show. Et ça, c'est encore plus gratifiant parce que la personne se souvient de toi, genre le lendemain encore. Ouais, j'avoue, Ouais, ça, c'est une bonne chose. Moi, je me rappelle, à un moment donné, je jouais au bordel, puis c'était comme c'était comme retour en salle de pandémie, puis tout ça. Fait que les humoristes n'étaient pas assis dans la salle, sauf la personne qui jouait juste après toi, genre. Puis moi, juste après moi, c'était Virginie Fortin. Genre, All right. J'étais comme, oh non. Puis après mon numéro, elle m'a dit, hey, bravo, c'était bon. Puis honnêtement, quand je le dis, je le pense. Puis j'étais comme, oh my God! Puis Fortin m'a dit merci. Puis là j'étais comme, OK. Genre, là, j'ai créé un lien avec elle. Elle va se souvenir de mon nom pendant 3 jours. Fait que là, 2 jours après, j'y ai écrit. J'étais comme, tu veux-tu venir jouer aux allumetières? Puis elle a dit oui, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais elle était comme, ben oui, je vais venir jouer, c'est sûr. Fait que juste le fait d'avoir eu le mini contact, j'y ai écrit, tu sais, 2 jours plus tard, elle se souvenait encore de moi. Fait que c'est ça, c'est... Des fois, juste tu plantes une toute petite graine, puis ça peut vraiment mener loin. On peut-tu arrêter de parler de graines, s'il vous plaît? Mais j'aime ça! Oui, c'est vrai que ça donne un bon coup, tu sais, un bon coup sur l'épaule de « good job », là, tu sais. Ouais, ça encourage. Ouais, vraiment. Mais moi, c'est quelque chose qui me fait tellement... L'humour, là, je regarde des gens, puis je suis comme... Tu sais, parce que tes rires sont quand même la... Tu sais, mettons une pièce de théâtre, même si les gens rient pas, t'as pas écrit la pièce, t'as pas... Comme, mettons, tu joues, puis ça rit pas, ou les gens... C'est toujours le fun de jouer dans un bon show, mettons, ou que les gens apprécient, mais il y a comme un détachement, Moi, je suis toujours... Moi, quand je vais voir des shows d'humour, que je connais la personne ou pas,
j'ai toujours un petit sentiment de comme maman qui D'empathie. oui, qui est comme que son enfant fait son premier truc de ballet puis qu'il veut juste comme pas qu'il tombe pour tout le monde, juste comme c'est sûr qu'il y a des gens qui sont comme plus qui font ça qui ont fait ça toute leur vie puis sont comme que j'ai moins ça, mais surtout quand je vais voir des open mic et tout, je suis comme puis tu sais des fois il y a des gens que c'est comme ça, c'est la dimension de chez moi tout seul, je trouvais ça drôle, mais comme moi je suis curieux de savoir comment tu m'imagines qu'il y a des trucs puis t'es allé à l'école aussi, à l'école t'as suivi des formations, mais tu sais, comme, qu'est-ce qui te fait dire, comme, c'est quoi ton barème pour faire comme... Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Ça, je vais le garder parce que, genre, je sais que ça... Ou il y a une chance que ce soit drôle. Tu sais, Mais il faut que ça te fasse rire, toi. Ça, c'est la première étape. Ouais. Si moi, je trouve ça drôle, je me dis, ben, peut-être que quelqu'un d'autre va trouver ça drôle. Une personne qui va trouver ça drôle. Ben oui, moi, cette semaine, j'ai fait une joke de PFK. Il y a juste une personne qui a ri dans la salle. J'étais comme, OK, ça rejoint pas tout le monde. Fait que je vais la changer. Mais c'est ça, des fois, il faut que tu la testes sur scène, puis tu vois Tu peux pas savoir si ça va marcher tant que tu l'as pas testé. C'est fou quand même. Après, tu peux pré-tester auprès de confrères, de consoeurs en humour, parce qu'en plus, non seulement il y a cet œil frais sur ton texte, mais il y a aussi ce feedback, on va dire, technique. Ou sinon, tu testes sur quelqu'un... qui est pas trop sensible à ton humour. Moi, je sais que mon chum, il aime pas trop mon humour, mais quand lui, il rigole, c'est que c'est vraiment très drôle. Tu vois. Ouais, c'est pareil pour moi. Mais en fait... Ton chum ne trouve pas drôle, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Non, mais il me trouve drôle, mais tu sais, l'humour, il rit pas là, devant l'humour. Il est comme, ça, c'était drôle. Il est pas expressif. Ouais, il rit par en dedans. Mais c'est une personne expressive dans la vie, mais en tout cas, bref. Moi, personnellement, un jour... Je vais demander à Maxime Montpérousse d'être mon metteur en scène de mon spectacle d'humour. Ça serait malade. Oui, j'aimerais ça pour elle. Oui. C'est un de mes rêves. C'est vrai. Mais c'est vrai parce que je trouve que moi c'est ça qui me manque, l'œil extérieur, mais genre pas juste dans le texte, dans le mouvement, dans la façon d'interpréter. Moi, j'ai pris surtout des cours d'écriture puis de exploration humoristique, fait que c'était comme plus de l'impro puis des affaires un peu spontanées. Mais j'ai pas encore beaucoup travaillé la mise en scène, en fait. Là. Puis ça fait toute une différence, la mise en scène. Ouais. C'est comment dire, mais parce que, tu sais, l'humour, j'imagine que ça doit aussi, selon le type de salle, selon est-ce qu'il vient d'avoir un bombardement la veille ou pas. Tu sais, comme j'imagine que ça donne le goût au genre de rire ou ben oui, il y a pas, tellement de... Puis la mise en scène, j'ai l'impression que c'est un peu un moyen de faire comme, OK, malgré les impondérables, comment on va s'assurer que, genre, du début à la fin, les gens passent... C'est comme pour orchestrer le truc, pour que ça fonctionne, ou qu'on essaie que ça fonctionne tout le temps, en fait. Là, c'est ça. C'est d'amener le monde à ton mood, là, tu sais, Ouais. Mais ça, c'est du travail, là. Non, ça, c'est ça, ouais. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas ça qui est le mis le plus de l'avant dans le stand-up, la mise en scène. C'est comme, tant que tu délivres bien ton texte puis que t'es à l'aise avec le micro dans les mains, mais il y a quand même quelque chose... Moi, je le remarque quand je fais une joke avec un certain mouvement puis de la façon que je place mon corps, les gens vont rire puis d'une autre façon, non. Là, je suis comme, OK, c'est vraiment nuancé puis complexe, là. Ouais. Mais moi, je me vois pas jouer tout le temps. Tu sais, j'essaie de me filmer des fois, mais comme c'est pas tout le temps possible de prendre le temps de re-regarder puis là, décortiquer tout. Parce que j'ai une vie trop intense en dehors de la vie, en dehors de l'humour. Mais en tout cas, bref. Mais ouais, non, c'est sûr, c'est en fait un texte béton, punché, vraiment très bien rythmé, peut ne pas avoir un bon impact quand t'es comme ça, puis qu'il n'y a pas vraiment d'expression, quoi que ce soit. Puis à côté de ça, un texte nul, fait avec les bonnes expressions de visage, le bon mime, le truc, ça peut cartonner. Tu sais, c'est con, mais l'humour muet, enfin, tu sais, je vais loin là, mais Charlie Chaplin, là, il n'a pas dit un mot. Mr Bean, il n'a pas dit un mot. Ben, c'est la gestuelle, c'est le théâtre, c'est l'expression, et c'est ça, je pense, qui peut vraiment, vraiment faire la différence. Mais c'est tellement plus la mode, ce genre d'humour-là, c'est ça l'affaire. C'est dommage, parce que c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Moi, mon idole quand j'étais jeune, c'était Michel Courtemanche, là. Je sais pas si tu le connais. Je sais pas qui c'est. Mais c'est quelqu'un que, c'est ça, en fait, moi, le spectacle que je regardais quand j'étais jeune, j'avais la vidéocassette, il disait pas un mot du spectacle. C'était que du... Tu sais, il faisait des mouvements, il y avait du son, là, c'était très timé. Il faisait des genres de chorégraphie. Tu sais, il y a un numéro, là, c'est lui qui est assis sur une chaise, puis il fait semblant qu'il joue du drum. Il n'y a pas de drum devant lui, il n'y a rien. Il mime qu'il joue du drum, puis il y a de la musique, comme il est tout synchronisé à la seconde.
Puis c'est genre un de ses meilleurs numéros à vie. Il dit pas un mot, il est juste assis sur une chaise puis il fait semblant de jouer du drum. Puis j'étais comme, c'est génial, tu sais. C'est incroyable. Mais ça, aujourd'hui, tu fais ça, puis genre... Les gens sont comme... Les gens sont comme... Non, mais tu sais, Mario Bélanger... Oui! Il m'a dit... il est venu jouer au social avec son guitariste, Vincent, puis il m'a dit, ce numéro-là, on l'a fait au bordel, puis les gens, ils trouvaient pas ça drôle. Ils nous connaissaient pas... Enfin, c'est un peu une autre génération, là, quand même, Mario Rock, mais comme... Ça fitait pas au bordel, tu sais. J'étais comme, mais voyons donc. Moi, je me pissais dans les culottes, genre, quand je les voyais jouer. En tout cas, bref, je trouve ça incroyable que... Je pense aussi que, de mon humble avis, j'ai l'impression que les réseaux sociaux aussi ont changé beaucoup. Oui, bien sûr. L'humour. Le format. Ouais, le format de l'humour. Moi, pendant longtemps, j'avais pas Facebook et Instagram quand il fallait l'avoir, mettons. Puis les gens riaient de trucs que je pouvais pas, comme... Tu sais, mettons, les premières fois que j'ai... Comme les premiers mimes que j'ai vus dans ma... ça fait pas si longtemps, mais dans le sens que les premiers mimes que j'ai vus, ça m'a pris... Comme il faut rentrer dans la culture du mime pour trouver un mime drôle. Ouais, vraiment. Il faut savoir comment ça fonctionne, ouais. qu'est-ce que tu lis en premier, OK, la première phrase, l'image, puis là, il y a peut-être une autre phrase qui va te faire rire, tu sais. Mettons, quand tu montres ça à tes parents, ils sont comme... Mais hier soir. Ouais. Puis c'est parce qu'on a un référent commun, fait quelque chose qui, mettons, justement, du mime ou un truc, je pense que ça... Du mime et non du mime. Je pense que c'est tout à fait drôle, mais il faut comme inviter les gens à rentrer dans cet univers-là, puis il faut trouver un autre moyen que... Parce que, des fois, j'ai pas de recul sur le genre de trucs qui me font rire, justement, sur les réseaux sociaux, ou ce que je trouve intéressant, puis des fois, je fais comme, pourquoi je trouve ça intéressant? J'ai été conditionné à trouver ça drôle, parce qu'avec tout ce que... La culture, là, de l'Internet, les référents, quelque chose qui est viral, puis là, d'un coup, quelqu'un dit, puis là, tout le monde rit. Puis là, moi, quand j'avais pas Facebook et Instagram, il y avait plein de choses que des fois, les gens faisaient juste dire un mot, puis tout le monde rit. Ah oui, mais parce que c'est un truc qui se passe sur Internet. C'est pas nécessairement drôle, c'est juste que... C'est devenu viral. Ouais, c'est ça. En tout cas, je trouve ça... Mais hier soir, moi, ça m'est arrivé, là, j'ai un de mes amis qui trouvait un meme super drôle, puis là, il le montrait à tout le monde, genre, dans le party, puis là, il le montrait à des gens plus, comme, genre, 40-50 ans, mettons. Puis là, il était comme... Mais c'est quoi que tu me montres en ce moment? Je comprends pas. C'est genre, un meme, eux autres sont juste comme, je sais pas c'est quoi, je m'en fous, tu sais. Comme, ils comprenaient pas, ils étaient comme, pourquoi il y a 3 images? Ça a-tu un rapport ensemble? C'est comme, OK, laisse faire, là, ils vont pas comprendre, mais c'est fou comment c'est culturel puis générationnel, ce genre d'affaires-là, que c'est ça. C'est des nouveaux langages. Ouais. Une nouvelle forme d'expression. Absolument. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y aura dans 20 ans. Déjà, tu sais, en quoi, 50 ans, on est passé de mimes, de spectacles au mime, au TikTok, aux trucs qui sont comme instantanément drôles, tout ça. Ça va être quoi dans... C'est l'intelligence artificielle là, qui... Il n'y a plus personne qui va être drôle. Non, qui va faire juste les blagues. Juste les robots seront plus drôles que les humains. Moi, je nourris un rêve. Oh! Que dans on est là pour parler de rêve. Peut-être pas 20 ans, mais 25 ans, entre 25 et 30 ans, j'espère qu'il va y avoir un essoufflement qu'à un moment donné, genre, on va être comme... Tu sais, je pense qu'il y a comme... 25 ans, tu penses que ça va durer si longtemps que ça? Ah ben peut-être pas, je sais pas. Moi, mais je me dis... est sur le bord. Mais oui, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va imploser ou éclater, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est insoutenable, je pense. Puis on le voit là, quand je parlais des générations plus jeunes. Dans les réseaux sociaux, mais dans l'humour, dans la manière dont on fait l'humour, dans la manière quand il y a quelque chose d'où... Parce que, veut pas... Oui, on peut... dans tout ce qui est genre influenceur, tout ça, il y a comme quelque chose qui est comme vraiment weird, parce que c'est comme des nouveaux métiers, là. Ça n'existait pas avant. Mais aussi quelque chose de comme... Chacun fait ses... Il y a comme quelque chose, selon moi, qui va imploser à un moment donné. Je sais pas, peut-être que ça va nous amener dans plus de technologie ou pas, mais j'ai l'impression que... Maintenant, je regarde les jeunes en ce moment. J'ai des jeunes, mais... ça fait... Parce que bref. Je regarde, mettons, les générations plus jeunes, puis je me dis... Il y a quelque chose en ce moment qui les dérange énormément dans la manière dont on vit. Puis, je veux dire, comme... C'est aussi un peu grâce à eux, OK.
la pénurie de main-d'œuvre qui se passe et tout, puis le fait que, tu sais, il y a des jeunes qui font comme, hey, moi, je ne travaillerai plus dans ces conditions-là. Genre, je préfère faire un voyage, je préfère, comme, c'est une génération qui est née, on leur a dit la fin du monde arrive bientôt, puis ils sont comme, je vais profiter de l'expérience de la vie plutôt que de, genre, essayer d'avoir du cash, d'essayer d'avoir derrière. Après ça, ça dépend aussi, c'est un privilège aussi de dire ça aussi. Oui, exactement. Bien sûr, mais il y a comme de quoi qui re-questionne beaucoup, puis que nous, on est comme, ah ouais, non. Mais genre, moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus là, dans plusieurs milieux, autant le milieu artistique, parce qu'on a tellement longtemps, genre, abusé de la bonne volonté des gens, mettons, dans de cette espèce de faire 120% dans son travail, puis de toujours donner fois 1000, puis de... Là, en ce moment, clairement, il y a un backlash parce que les gens ne veulent plus faire ça. Puis on est comme, OK, on est obligé de payer les gens la valeur de leur travail. Et on est obligé... fait que, mais là, on est comme, mais je peux pas garder mon restaurant ouvert si je fais ça. Fait que, OK, fait que ton restaurant a roulé tout le long sur le dos de gens. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait il y a comme quelque chose, je pense, en ce moment, qui est en train de en tout cas, dans le milieu théâtral, en ce moment, c'est extrêmement difficile parce que on est obligé, je fais des subventions, là, puis moi, je fais des subventions. Les budgets augmentent parce qu'on est comme, on va payer d'une manière digne les gens, là, pour qu'ils soient capables de vivre de leur vie, tu sais. Mais les subventions n'augmentent pas. Mais non, c'est ça. Fait que là, tu sais, moi, dernièrement, j'étais sur un comité de sélection, puis c'était déchirant parce que l'enveloppe n'est pas plus grosse, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut payer mieux. C'est comme, fait que moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir comme briser, puis peut-être qu'on va avoir un retour à l'humanité, à l'humain, peut-être l'animal quasiment qu'on est, de vouloir socialiser pour de vrai. Pour vrai, tu sais, c'est con, mais toutes les skills naturelles de tout ce qui est... Je vais vraiment sonner comme une survivaliste. Tout ce qui est chasser, cueillir, construire... s'alimenter, trouver des champignons, c'est con. J'en avais parlé quand j'étais au chalet avec à l'Action de Grâce avec des copains, mais c'est con, mais dans pas longtemps là, va falloir se servir de ça là, tu sais. Ouais. Ben oui, vraiment. Puis je pense que les gens... On a eu un teaser là avec la pandémie. La pandémie, c'est ça. C'est un teaser de ce qui arrive après. Ouais, parce que t'es comme tu réalises que tu dépends de tellement de choses qui sont à l'extérieur de toi, puis comme... Bien sûr que les gens en région ou qui ont un terrain avec une maison, c'était pas la même manière que... On le vivait pas de la même manière que... On vivait... Moi, j'étais en ville, là, dans un appartement, puis... Mais, dans le sens que ça, justement, c'est plus difficile d'être en lockdown que quand t'as un bout de forêt, exactement, quand t'as un grand jardin. C'est pas pour rien qu'il y a une exode aussi hors de la ville. Je pense qu'il y a quelque chose on réalise qui est pas soutenable ou qui est pas comme... Puis là, la technologie aussi devance les gouvernements, puis tout ça, ils n'arrivent pas à catch-up, c'est genre... Ça a bien marché, le panier bleu. Donc, moi, je pense que je rêve qu'il y a quelque chose qui brise pour qu'on puisse revenir aux choses importantes, peut-être, tu sais. Ben, en tout cas, moi, je sens que c'est en train de briser en ce moment, mais tranquillement, ça craque. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, on dira l'inflation, là, beaucoup d'entreprises locales ferment, beaucoup de gens font faillite, tu sais, il y a comme une espèce de backlash de la pandémie, on dirait, en ce moment. Ou avant la pandémie, même, de la manière dont on faisait avant. On dirait que il y a beaucoup de choses on fait de l'éclairage, on met la lumière sur des trucs qui fonctionnaient pas, mettons les CHSLD, l'éducation. On dirait que maintenant, il y a un avant, il y avait un avant-pandémie, puis un après-pandémie. Clairement, il y a des choses qui doivent changer, qu'on fait comme, c'est plus soutenable. Ils n'ont plus le choix de les changer. Mais je pense que pour moi, la pandémie, ça a été beaucoup le reflet de tout ce qui fonctionnait pas à la base, puis que comme ça, tout peut partir, en fait, tu sais. Je veux dire, il y a plus rien d'essentiel, ou il y a plus de... Qu'est-ce qui était... J'étais un artiste pendant la pandémie, tu fais comme... Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ma vie? C'était comme nullement important. On fait des podcasts! Non, mais c'est vrai, mais ça te force à te demander, c'est quoi la pertinence de ce que je fais, puis c'est quoi l'impact que ça a. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont demandé, puis qui ont décidé qu'ils allaient pas retourner au travail, puis qui ont décidé qu'ils allaient arrêter de... Ouais. On va se faire chier. Ouais. C'est ça, là. C'est qu'on peut-tu faire ce qu'on veut, ce qu'on veut faire dans la vie. Puis il y a aussi en contrepartie énormément de gens qui partent en start-up. Des petites entreprises, des boutiques en ligne, puis des affaires. C'est comme quasiment tout le monde a une petite boutique de quelque chose en ligne sur Etsy. C'est incroyable. Là, il y a aussi ça. Il y a comme une facilité d'accès à ces outils-là qu'il n'y avait pas avant. Puis que, ben ouais, j'ai un petit sideline. Je fais des petits collages, puis je les vends de side, puis ça fait que je suis pas obligée de travailler 45 heures, des heures pas possibles. C'est quand même...
ça a apporté du bon, mais... Ça reste qu'il y a quand même une ribambelle de métiers qui sont essentiels à la société, mais que personne ne veut parce qu'ils n'ont jamais été valorisés. Ah oui, ouais. Parce qu'ils sont C'est- sous-payés, puisque les conditions de travail sont La vraiment grosse marde. mauvaises. Ben oui. Tu sais, je pense rien qu'au personnel soignant, Ouais. c'est horrible. Puis on Ouais, continue de tirer. Hein. Ouais. Ah oui. Ouais. Ça n'a rien changé. Ouais. Hein. Ouais. Bon. Retour à l'ordre du jour. Alors après on va dire ce moment un peu dark. Mhm. Par exemple, voilà, si budget illimité, il y a un projet que vous aimeriez réaliser, ça serait lequel? Budget illimité. Ouais. Une grosse graine. Non, moi, pendant que j'y pense un tout petit peu, mais je sais pas si t'as déjà quelque chose en tête. Aïe, ben là, je finance le bâtiment 7. Ben, un projet personnel ou n'importe quoi. Ben moi, clairement, monter un spectacle. Genre, c'est quelque chose que je veux vraiment faire, là. Monter un spectacle humour / théâtre. Quelque chose de vraiment flyé. Avec Maxime. Je vais le payer des millions s'il faut. Fait que je te donne plein de millions, qu'est-ce que tu fais avec? Ben, on dirait que moi, la première chose qui m'a frappé, c'est en Haïti. Mes parents habitent en Haïti, ils habitent dans un village, ils ont redéménagé là-bas, Ok. en fait, parce qu'ils ont vécu ici. Puis après toute une vie à me dire que ils nous ont emmenés ici parce que la vie était meilleure ici. Bye, la vie est meilleure là-bas. Parce que c'est eux, avec tout Oui, bien sûr. l'argent qu'ils ont, ben, tout l'argent, il n'y a pas énormément d'argent, mais comme ils... Ouais, c'est ça. Je vais pas dire que la vie est facile en Haïti, c'est pas vrai, mais ils habitent dans un village qui, en ce moment, en Haïti, je sais pas si vous le savez, là, mais la capitale est comme un peu prise par des gangs de rue, la mafia et tout. Donc, ce qui met un peu le chaos dans le reste du pays, mais qui a forcé aussi les autres régions à comme s'autonomiser, je sais pas si ça se dit, là, Ok, mais ouais. être plus autonome en fait. Puis il y a beaucoup de mouvements aussi de la diaspora haïtienne qui vient genre comme investir dans le pays, puis qui vient. Donc dans mon village, il y a beaucoup d'évolutions à débat à Aken, dans le sud d'Haïti. Puis je dis mon village parce que mes parents sont nés là. Mes parents ils habitaient sur la même rue, puis ils ont construit une maison sur la rue où ils ont grandi, où ils se sont rencontrés, c'est des amis d'enfance et tout. Fait pour moi, c'est un peu comme mes origines, littéralement. Puis, dans les dernières années, j'y vais quand même à chaque année, puis j'essaye, je fais des ateliers de théâtre avec les jeunes là-bas dans le village et tout, parce que, tu sais, à part de l'école, il n'y a pas comme beaucoup d'activités parascolaires et tout. Puis moi, c'est un peu mon rêve de construire un centre culturel, social, tu sais, comme pour de l'art, tout ça. Puis peut-être faire des ponts aussi entre le Québec et... Parce qu'il y a quand même une grande communauté haïtienne au Québec. Ouais. Un projet qui viendrait comme vraiment justement faire des ponts, peut-être aller faire des résidences là-bas, puis que les gens puissent là-bas puissent venir faire des résidences ici, puis que... fait que si j'avais des millions de dollars, je pense que je ferais ça. Ça c'est serait clair. rapport avec l'art, mais je pense que j'aiderais un peu cette... Parce que ça, on parlait de genre l'impact qu'on peut avoir juste tout de suite maintenant. Là, puis je pourrais pas faire grand-chose pour Haïti, mais ce petit village-là qui est très autonome, qui arrive à suffire, ben c'est sûr que j'aurais le goût, si j'avais des millions, je m'impliquerais là-dedans. Ouais. Nice. Ok, je te finance toi à la place. Tu préfères un bâtiment 7 là-bas? Un bâtiment, c'est là-bas, mais ce serait vraiment... Mais il en cool, faut je dans pense tous que- les quartiers, pour vrai. Il en faut Oui. partout. Tu sais, dans le fond, c'est juste de se donner des communs pour répondre aux besoins de la communauté. là. C'est vraiment Mais juste c'est ça, il y a des centres communautaires dans tous les quartiers, Mhm. mais j'ai l'impression que parfois les gens sont tellement, justement dans leur train-train quotidien, dans leur petite bulle à eux, avec leur job, leur cash, leur hobby, tout ça, qu'ils oublient qu'en fait il y a une vie de quartier Ouais. et qu'il y a un centre qui veut faire des activités et puis que ça amène une vie parascolaire, une vie paraprofessionnelle, enfin pas paraprofessionnelle mais extra-professionnelle, qui est hyper valorisante au quotidien, quoi. Ouais, puis qui fait que l'esprit de village, les gens qui se rencontrent, Mais oui. ça se crée autour de ces moments-là, en fait. Là. Est-ce que tu trouves qu'il y a comme une espèce de... C'est pas un mot peut-être, mais un redorage
du communautaire à faire. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, communautaire, ça veut dire, c'est comme, ah non, mais j'ai pas besoin de ça, c'est correct. C'est pour les pauvres. C'est pas ça, tu sais. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup de services qui sont vraiment plus efficaces, plus utiles, plus, tu sais, comme... Puis qu'en plus, maintenant, je pense au détour, une épicerie où justement, c'est... le système là-bas, c'est des systèmes Mais dans le fond, de coop. Ouais, ben tu fais 3 heures, tu deviens membre, tu donnes 3 heures de ton temps par mois. Puis en échange, t'as un rabais sur ton épicerie, tu sais. Puis c'est déjà une épicerie qui est pas très chère. Fait que c'est vraiment... ça vaut vraiment la peine, là. Fait que ça fait que tout le monde dans le quartier est impliqué dans son épicerie, tu sais. C'est quand même cool. C'est comme si tout le monde allait faire un chiffre au IGA une fois de temps en temps. Ils ont un frigo à l'extérieur que quand les trucs vont bientôt partir, quand ils vont bientôt... ils le mettent là, puis les gens peuvent... Tu sais, fait que moi, je trouve ça... Tu sais, c'est très efficace. C'est 3 heures. Je pense que ça se trouve 3 heures par mois. Là, ouais, c'est ça. Surtout si t'es pour manger pour moins cher, avec le prix des choses en ce moment, t'es pour moi. Tu sais, je pense qu'il y a plein de trucs qui sont plus efficaces, puis qui sont plus... puis que les gens sont comme... Ben non, je sais pas. En tout cas, je me demande, est-ce que tu trouves qu'il y a comme... Peut-être... Ben, c'est sûr que comme... C'est parce que communautaire, ça rime souvent aussi avec... beaucoup d'heures, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à donner à un projet, tu sais, fait que... Plus le temps pour soi. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça, je dirais. Ben, c'est peut-être un peu revaloriser le bénévolat aussi. Ah ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est comme... Ben là, tu sais, on en parlait tantôt du fait que les gens veulent plus travailler pour des pinottes. Mais ça fait aussi que, comme... C'est plus difficile de mobiliser des gens pour venir faire du bénévolat, effectivement, tu sais. Parce que c'est ça, ils ont des bouches à nourrir, puis ils n'ont pas nécessairement le temps de venir. Tu sais, le bâtiment 7, je prends cet exemple-là tout le temps, mais c'est parce qu'il y a comme plein de façons de s'impliquer là. Tu peux venir faire des corvées une fois de temps en temps, mais tu peux aussi être membre, puis prendre des décisions, participer aux réunions de qu'est-ce qu'on fait avec l'autre partie du bâtiment qui n'est pas encore développée, qu'est-ce qu'on veut mettre là. Tu sais, c'est n'importe qui du quartier ou d'au-delà peut venir devenir membre. Puis prendre part à ces décisions-là, c'est quand même... Ouais. Mais c'est pas vu comme quelque chose... C'est vu comme beaucoup de temps versus... Moi, ce que je trouve, c'est que c'est un privilège de pouvoir dire « Hey, il y a 30 000 pieds carrés, là, on peut faire ce qu'on veut dedans. » C'est comme, qu'est-ce qu'on fait, gang? C'est quand même cool. Mais on dirait qu'on a perdu avec le temps, tu sais, il y a eu... C'est ça, avec les années, il y a comme eu beaucoup trop de gens qui se sont brûlés à être à 100 000 % dans un projet... que là, c'est vu comme « c'est quelque chose de tellement demandant », alors qu'au final, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, ils sont comme « Ah, il va y avoir quoi dans le nouvel espace? » Puis là, on est comme « On sait pas encore, faut le choisir. » Puis ils sont comme « Ben là, je veux m'impliquer, tu sais. Ouais. Fait que ouais, je pense que c'est vraiment une question de... Ben en fait, c'est redorer l'image de comme... Qu'est-ce que ça a comme impact, en fait, de s'impliquer dans notre communauté? Parce que c'est... souvent, c'est on fait des petites actions qui ont l'air un peu invisibles, qui passent dans le beurre, mais en fait, ça fait partie d'un tout qui fait que si ça n'existait pas, le quartier, la ville, whatever, aurait plus d'âme, en fait. C'est ça. Ouais, puis je pense que aussi, tu parles de l'énergie, le temps à mettre dedans, mais je pense aussi qu'il faut avoir quand même un peu de skills, faut être capable de... S'il y a un challenge à s'harmoniser sur des décisions aussi, tu sais. Ouais. Dans un monde où en ce moment tout est tellement polarisant, puis c'est comme, non, c'est comme ça, il faut faire ça. J'imagine qu'il doit avoir il faut quand même avoir le potentiel de faire comme, OK, je vois le bigger picture, c'est pas juste mon point de vue, c'est pas juste ma manière de voir les choses. Ça doit être quand même challengeant, mais en même temps, ça te fait de toi une meilleure personne, j'imagine, là, d'être capable de... Ou pas, ou quelqu'un de très agressif. C'est clair que la prise de décision, c'est un des plus gros challenges, ouais. Parce que c'est pas vrai que tout le monde est là pour les mêmes raisons, puis a les mêmes objectifs en tête, là. Il y a des gens qui sont là pour penser à « faut pas faire faillite », puis il y a des gens qui sont là pour penser à « faut donner des services gratuits à la communauté ». Ouais. Ça ne peut pas coexister juste comme ça, là. Faut qu'on développe des stratégies, tu sais. Puis c'est vraiment, on est vraiment dans un stade où le coût de la vie est tellement cher que malheureusement, t'as pas le droit à l'erreur. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche financièrement. Donc finalement, tu sais, tu peux plus comme faire exactement, entre guillemets, ce que tu veux, parce qu'il faut toujours avoir en tête le comment ça peut me rapporter et à quel point ça peut être bénéfique financièrement. Vu qu'il y a maintenant
constamment cette question d'argent, ben, malheureusement, la créativité ou le type de projet que tu déploies, ben, il ne correspond plus vraiment à tes valeurs. Quoi. Ouais, en effet. Puis ça, on parlait des subventions tantôt, là. C'est ça l'affaire, c'est qu'on peut pas juste rouler sur le financement autonome, tu sais, ce qu'on vend à l'épicerie, puis tout ça, tu sais, oui, c'est une chose, mais c'est pas assez pour un bâtiment de 90 000 pieds carrés, tu sais. Fait que là, c'est de dire, ben, c'est quoi nos autres stratégies pour ramasser de l'argent, des subventions? Mais là, les subventions, souvent, c'est par projet, avec une thématique très précise. C'est comme là, OK, on pourrait avoir accès à 75 000 $, mais il faut qu'on fasse des états généraux sur l'économie circulaire, genre, puis qu'on invite tout le Montréal de l'économie sociale. Tu sais, c'est comme, OK, mais, fait que là, on va embaucher quelqu'un pour organiser ça, parce que c'est ça que la subvention paye, mais en fait, c'est pas ça qu'on veut faire au bâtiment 7, mais ça nous permettrait d'avoir un peu d'argent on the side pour utiliser pour le projet. Fait que ça a toujours été ça. On a roulé sur des espèces de... Ah, ben on a accès à cet argent-là, mais en contrepartie, il faut donner ça. Mais c'est pas dans la mission du bâtiment 7, c'est un extra encore. Fait que ça rajoute du travail, ça rajoute de la collaboration, puis de la cohésion, là. Faut comme... C'est bien complexe. Ben, c'est parce que j'imagine que la mission, elle existe seulement s'il y a des gens qui sont là pour la soutenir. Oui. Ouais. Je veux dire, c'est comme l'épicerie Le Détour. Si t'as pas un certain nombre de personnes qui donnent le 3 heures par mois, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Donc, ta base, c'est ton groupe de personnes. C'est l'humain qui va s'engager, qui va décider de dire « Oui, moi, je donne 3 heures ». Tout part de l'humain. Oui, vraiment. Puis c'est ça, à Pointe-Saint-Charles, c'est un quartier très fort pour ça. Tu sais, les gens sont très, très impliqués dans la communauté, très solidaires. C'est vraiment un beau quartier. Puis est-ce que tu sens qu'il y a comme une relève aussi pour ça? Est-ce que tu sens qu'il y a comme des jeunes qui s'impliquent? Puis est-ce qu'il y a-t-il une passation qui se fait ou des trucs qui s'organisent pour comme inviter les jeunes aussi de la communauté? Ben, je sais qu'il y a Prestar, par exemple, mais ouais, je suis comme curieux de savoir l'avenir du communautaire à Pointe-Saint-Charles. Comment tu la vois? Ben, j'ai su cette semaine qu'il y avait... J'ai posé la question. Ah non, tout va bien. Max est très préoccupé par la jeunesse. Oui, c'est ça. Oui. Oui, ça, je le sais. Mais au Détour, justement, il y a 25 membres qui sont des ados. Ah, cool. C'est quand même cool, je savais pas ça. Génial. Fait que oui, il y a des jeunes qui s'impliquent de plus en plus, mais c'est sûr que le bâtiment 7, c'est ça, c'est que c'est pas un organisme communautaire. C'est comme... Moi, c'est plus pour les organismes communautaires que j'ai peur qu'il n'y ait pas de relève. Parce que c'est quand même... Comment dire? Ben, premièrement, c'est quelque chose qui est complètement dans l'angle mort des gouvernements, puis qui se font sous-financer, puis ils sont tout le temps en train de se battre pour juste pouvoir exister, là, tu sais. Oui, avoir des pinottes, là. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça, c'est beaucoup, tu sais... La joke dans le communautaire, c'est que tu te fais engager si tu trouves une subvention pour payer ton salaire, tu sais. Mais ce qui est quand même... Ouais. Mais dans le milieu de l'art, c'est un peu pareil, en fait. Là, ouais. Tu fais pas ton projet tant que t'as pas eu ta subvention, mais comme... Fait que c'est ça, c'est des conditions de travail assez précaires. Je pense que ça tend à changer, comme depuis la pandémie, justement... Tu sais, tous les salaires ont augmenté dans les groupes communautaires parce que sinon, il n'y a pas d'employés. Puis s'il n'y a pas d'employés, il n'y a pas de service. Fait que c'est comme pas le choix, là, tu sais. Ouais. Mais, fait que c'est ça se transforme, mais veut pas. Il y a beaucoup de choses qui sont dictées par des gens de l'externe, tu sais, comme justement les gouvernements, les municipalités, c'est qui est propriétaire du bâtiment. Tu sais, à Pointe-Saint-Charles, il y a plein de groupes qui sont tout le temps on the edge de se faire expulser parce qu'ils sont dans un ancien bâtiment de la commission scolaire de Montréal. Mais là, les locaux sont techniquement plus... Tu sais, sont insalubres. Fait que là, il faudrait qu'ils se fassent kicker out, mais il n'y a nulle part d'autre où aller à Pointe-Saint-Charles. Fait que là, c'est comme, ça fait des années que ça tourne en rond, là. Fait que c'est des conditions de travail, comme, difficiles. Oui. Fait que c'est sûr que... Penses-tu qu'il faut avoir une petite âme de missionnaire pour travailler dans le communautaire? Ah oui, absolument. Absolument. Il faut être capable de faire un petit peu abnégation de soi, là, genre. Tu sais, comme, de 9 à 5, tu sais, c'est les besoins des autres qui sont importants, puis... C'est la communauté, puis c'est les décisions qu'on a prises ensemble. Ah, mais c'est quand même intéressant ça, parce que c'est un peu comme
quelqu'un qui était j'allais dire en psychologie, là, mais tu sais, en aide en santé mentale. Ouais. Tu sais, comme, genre, j'imagine qu'un travailleuse sociale qui... c'est ça un peu, là. C'est comme pendant ton shift, ben, c'est pas toi qui est mis de l'avant. Puis il y a quand même beaucoup, tu sais, c'est comme des... mais tu vois, j'avais jamais vu ça, comme un don de soi. Là, ouais, c'est vraiment un don de soi. Puis la plupart du temps, c'est pour aider des gens qui sont dans des conditions de vie encore plus précaires que toi, genre. Fait que c'est comme... C'est ça. Il faut juste faire attention au burn-out. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, voilà, mais je pense que c'est de plus en plus... Tu sais, dans les politiques de conditions de travail, là, c'est de plus en plus présent, là, de... Pas juste réagir au burn-out, mais le prévenir, puis le voir venir d'avant. En fait, essayer de pas le voir venir, idéalement, mais mettre en place des conditions pour que les gens restent le plus longtemps possible en poste puis qu'ils aient envie de rester, tu sais. Ouais, puis c'est difficile parce que c'est comme des milieux, parce que je prends le milieu artistique aussi, dans notre compagnie, on veut le plus possible être comme... Parce que, tu sais, dans le milieu théâtral, c'est comme, OK, c'est des deadlines, c'est comme... Puis là, tu sais, c'est... Surtout les gens qui travaillent en production, là, c'est des discours de comme « Ah non, j'ai travaillé sur mon truc toute la nuit, j'ai pas dormi. » Puis moi, j'étais comme... Ce que j'ai dit beaucoup à mon équipe, c'est avant de se rendre là, dites-le nous. Tu sais, comme... tu sais, est-ce qu'on peut faire le deadline 2 semaines plus tard? Tu sais, je veux dire, il va y avoir un moyen de s'arranger. Le show va se faire. Le show n'est pas à deux décisions ou une nuit de sommeil de se faire. Mais il y a quand même une culture de oui, il faut rendre ça comme parce qu'on est au service de l'œuvre. Mais moi, je prends le pari que tout le monde peut péter un burn-out, être capable de faire un bon pareil, même que le show risque d'être meilleur. Mais c'est difficile parce que tu sais, j'ai une de mes collègues en tête que j'étais comme, OK, tes disponibilités pour tel mois, puis comme, hey, ça va être difficile, mais peut-être que là, puis j'étais comme, OK, je vais prendre ton ça va être difficile pour un non. Mais c'est tough de faire ça, de comme faire, écoute, si c'est difficile, ça sera juste non. Parce que, en même temps, toi, tu veux que ton projet avance, puis tu pourrais faire comme, ben si t'arrives à me donner 2 heures là, je vais le prendre, tu sais. Puis ça, c'est comme, il faut, moi, être capable de faire comme, OK, je sens que ce peut-être-là, c'est plus un non, puis je vais respecter ça parce que cette personne-là, elle risque d'avoir genre 1000 et une choses. Mais il faut que la personne soit capable d'être consciente de comme, des fois, quand c'est difficile, c'est mieux de dire non que de... C'est comme tout le monde doit un peu changer sa manière de réfléchir ça. De prendre soin de soi. Hein? Apprendre à dire non, prendre soin de soi et oser poser ses limites et oser les exprimer, Eh bien, c'est sur ces belles paroles qu'on finit le podcast. Hey, ça a passé super vite. C'était vraiment passionnant comme sujet qu'on a abordé là. C'est un peu la magie de ce podcast, je trouve. Ouais, c'est fabuleux. Ouais, fait que merci beaucoup. Hey, merci à vous. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé avec nous. Puis, on vous souhaite une très belle année 2024. Merci. Et on la souhaite aussi à tous nos auditeurs. Exactement. Merci d'être avec nous, puis à la prochaine. À la semaine prochaine. Dans 2 semaines, c'est ça.